Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 40 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Ça va super. Ça fait très bizarre si je peux. Là, vu qu'on est en face-to-face, je peux vraiment t'introduire comme ça. Ouais. Tu sais, je te montre, ça fait vraiment très plateau télé, tu vois. Ouais, en vrai, c'est tellement plus stylé de Ouais. se dire, et plus cool d'être en physique. Bah, C'est même pour se regarder. Ouais, Parce qu'en fait, le truc, quand on fait des podcasts sur l'ordi, tu sais, on regarde nos écrans. Mm. On regarde pas, genre, Oui. la caméra Mm. de notre webcam, tu vois, c'est Mm. trop chelou. Du coup, même quand on fait les épisodes, quand on les met après des extraits, ouais. on regarde toujours un peu, c'est vrai qu'on regarde un peu dans le vide comme Bah des oui, on mongols. regarde en l'air, on regarde Ouais. ce qu'on a écrit, ou juste on regarde toi, mais du coup, ça donne pas l'impression qu'on regarde quelqu'un. Exactement. Donc ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, juste avant, là, pour info, pour ceux qui comprennent un petit peu, voilà, je réintroduis un petit peu, on est en Roumanie. Ouais. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 39, on réintroduit un petit peu pourquoi on est dans un studio. Et l'épisode a été tourné juste avant, hein, il y a genre 10 minutes Ouais. qu'on a fait une On petite enchaîne, pause, là. on enchaîne. Donc là d'ailleurs, j'ai parlé avec le gars qui est derrière, qui s'appelle Christian, dédicace à lui, qui nous a dit justement qu'en gros je regardais pas la bonne caméra. Ouais, Ça se depuis trouve, le depuis début. le début, je regardais pas le bon endroit. Parce qu'il y a pas 3 grave. caméras du coup. Oui, On est un peu, là c'est la première fois qu'on tourne dans un studio, donc déjà c'est un peu impressionnant au début. Ouais. Et surtout, en fait on savait pas, c'est compliqué de savoir exactement où regarder bien dès le départ. Mm. Et du coup toi tu regardais la caméra qui te filme que toi, ouais. et on a une caméra qui nous filme tous les deux. Mm. Et du coup Je sais. JR n'a pas calculé la caméra qui Ah nous oui, je filme l'ai tous pas les deux. regardé une seule fois. Donc là je regarde la caméra en question, je sais même pas ce que ça donnait. Je sais même pas si ça fait une vue d'ensemble en fait, je sais même pas si ça Si zoome. là on nous voit tous les deux On dans voit cette, tous les dans deux. cette Putain, mais vue-là. j'ai pas regardé une seule fois cette caméra, c'est Ouais. une dinguerie. Ouais, tu n'avais pas capté que c'était une caméra, gros. Mais si, mais en fait je pensais que c'était une vue générale un peu dézoomée, tu sais. Ouais, Donc, en fait, c'est je un peu pensais- ça. C'est un peu ça? Je pense, ouais. Ok, bon, Bah après on nous voit bien, je pense, bien tous les deux là. ok. Bon, bah écoute. Bon, encore une fois, regardez sur YouTube, je vous en supplie. Ouais, j'en supplie. On s'est fumé là. Regardez la Regardez qualité. pas. On va essayer de mettre la vidéo sur Spotify, mais si ça marche Ouais. pas, franchement les gars, regardez sur YouTube. Ouais, ou s'il vous regardez-nous. Alors, sauf si vous êtes en voiture ou quoi, mais au moins, plaît. Ouais. faites un petit coup d'œil. Au moins, regardez une fois. Ouais. Regardez juste, vous dites, ah ouais, j'avoue stylé. Et hop, Et retourne vous sur pouvez, Spotify. si c'est stylé, petit commentaire, petit like, petit Ouais. 5 étoiles sur Spotify. En fait, le fait de nous montrer que vous appréciez, ça nous motivera certainement encore plus à step up le podcast Ouais. et à revenir sur des choses de format comme ça. Et Mhm. franchement, ça peut être vraiment, vraiment stylé sur le long terme. Même si on invite des gens, on pourrait potentiellement faire des podcasts à 3, etc. sur un plateau comme ça et vraiment revenir sur quelque chose de très très professionnel. Tu Ouais. vois. Ça peut être vraiment Parce que là, cool. c'est extrêmement professionnel. Il y a des lumières partout, il y a des Ouais. trucs, il y a des caméras. Ça, je pense que ça rajoute. C'est vraiment. Enfin, tu vois, on a fait un peu. Là, d'ailleurs, c'est presque un an qu'on fait le podcast, on en parlait Mhm. dans l'épisode d'avant. Mhm. Et c'est un peu la suite là de se dire, ok, là, on fait vraiment. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui font des podcasts sur le bodybuilding, en tout cas, l'entraînement, la nutrition, dans ce truc. En studio, il y a quand même The Prep Dad Ouais, qui il y a le Louis fait. qui. Ouais, Mais après, les frères Gallois, bon, c'est pas un studio, mais ils ont un petit peu aménagé un ouais truc c'est assez bien foutu cool. quand même. C'est quand même assez sympa ce qu'ils ont fait. Mais oui, il y a effectivement un vrai studio. Je crois pas qu'à ma connaissance, il y en ait beaucoup, tu Ouais. vois, notamment en France en tout cas. Il y en a Ouais. quand même beaucoup à l'étranger, hein. On voit quand même beaucoup d'anglais qui font ce genre de choses. Ouais, grave. Mais c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui font ça sont vraiment en place, tu vois. Ouais. Et nous, en fait, on n'est pas, enfin, moi j'estime pas qu'on l'est, tu vois. On est des gens Ouais, qui nous écoutent, on c'est est cool. bien, on est bien. Mais voilà, il y a quand même, finalement, c'est un step au-dessus, tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est notre but, c'est d'aller vers là. voilà. C'est Parce ça. que on veut aussi le podcast, c'est un truc qu'on aime tous les deux beaucoup, donc on aimerait bien que step up la qualité, c'est cool pour juste se dire ok, ça rajoute un truc, qu'on continue de faire le podcast, mais c'est encore mieux. Ouais. Et en plus la qualité, je pense que pour vous regarder un podcast comme ça, c'est quand même bien mieux que deux pélos dans leur chambre Bah oui. avec leur micro et leur webcam, quoi. C'est ça. Après, je sais pas si au niveau du son, ça va être mieux, parce qu'en gros, on est comme. Ouais, notre son est bien. Le son Là, était bien. là, je pense que ça va être très quali quand même. Ouais. Après, les micros sont un peu loin, ça me fait un peu peur, mais a priori, moi, de ce que m'a dit le gars, c'était bon. Non, t'inquiète, je pense qu'il connaît son Ouais, taf. ouais, je pense aussi. Il Mais a- je suis vraiment très loin du micro, tu Ouais, vois. on est donc, assez loin. C'est lui qui me l'a bougé juste avant. Mais il a dit que il y avait aucun souci pour capturer le son, donc et dans Ouais. tous les cas au montage, moi je peux augmenter le son s'il y a besoin. Oui, au pire des cas. Dans le pire des cas. Parce que du coup, c'est Romain qui va encore se charger du montage, parce que du coup, c'était un paiement supplémentaire en gros. C'était beaucoup plus cher avec le montage. Ouais. C'est Ouais. genre 2 fois plus cher. Ah ouais. Ouais. Bah, en même temps, normal, il y aurait un taf derrière. Ouais. Mais du ça. coup, je pense que moi je m'occupe du montage. Hmm. Et ça sera très bien. Oui, comme ça. oui, ça va faire le taf, de toute façon. Ouais. Donc Ok. bon, on a pas mal de questions, on aurait pas mal de sujets qu'on voulait aborder. Bon, le premier épisode, l'épisode 39, on vous renvoie vers lui si vous voulez vraiment pas écouter. On explique un peu tous nos projets pour la Roumanie, tous nos projets. Pourquoi on est venu en Roumanie, pourquoi qu'est-ce on qu'on est veut là. faire à terme, comment on vit un peu ces projets-là à chacun de notre côté, puisqu'on le vit assez différemment. Donc ouais, c'est un peu plus perso en vrai. Hein, Le premier est un peu plus perso. Ouais. Le premier est un peu plus perso, on répond à pas beaucoup de questions en Non. réalité sur Sur l'entraînement et la nutrition. d'ailleurs. Mais c'était cool de faire un point, je pense que c'est important. Ouais.
Ouais, puis je pense que ça fait sûrement plaisir à tout le monde Ouais. Je pense aussi que j'en parlais un petit peu en off avec certaines personnes qui nous écoutent et je pense qu'il y a quand même, alors vous nous confirmez si on se trompe, bien sûr, mais je pense que vous n'écoutez pas les podcasts simplement que pour avoir des réponses sur la musculation et sur la nutrition. Je pense que vous écoutez aussi des podcasts parce que je pense, j'aime le penser, vous nous appréciez sûrement. Ouais. Sinon, si vous nous appréciez pas, écoutez pas, hein, vraiment, faites-vous pas du mal. Ouais. Mais je pense que vous nous appréciez, donc peut-être que vous aimez aussi savoir qui on est, pourquoi on fait telle ou telle chose, et qu'on aille un petit peu sur le perso. Alors sans non plus, on n'est pas des gens qui On vont rentrera pas non plus, ouais. qui vont s'étaler, pardon. Mais voilà, ça peut être intéressant qu'on dévoile un petit peu des aspects de nos vies. Ouais, d'être assez transparent aussi. Ouais. Et pas que juste tout le temps parler de muscu, même si là on va quasiment faire que ça du coup dans ce podcast. Mais voilà, pas que faire que ça, parce que c'est pas forcément l'objectif, quoi. Oui, puis je pense qu'on a aussi, ce qu'on en parlait un peu, c'est vocation à transmettre aussi le côté. Tu sais, on a beaucoup dans le truc professionnel, et je trouve que c'est cool d'avoir aussi ce côté de, ok, on est aussi des êtres humains, ce qu'on vit, comment on le fait, avoir vraiment ce côté un peu plus transparent sur le coaching en ligne, sur nous ce qu'on fait, sur les choses qu'on met en place, etc. quoi. D'ailleurs, c'est aussi un de nos projets, si un jour on vit ensemble ici ou ailleurs, mais ce serait potentiellement de créer une série de vidéos sur un petit peu notre vie en tant que coach en ligne. Comment, enfin tu vois, voilà, toutes les astuces qu'on pourrait avoir, au-delà même des astuces, juste comment on vit ça, le truc, le lifestyle, tu vois, le coach en ligne. Un coach en ligne qui est pas, on n'est pas successful, tu vois, d'un coach en ligne vraiment que vous pouvez, un niveau que vous pouvez atteindre, tu vois, parce qu'on est, voilà, on n'est pas, on est loin d'être au niveau en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de tout ça. On est bien, mais on n'est pas le top 10, tu vois. Ouais, clairement pas. Donc c'est on va dire plus atteignable, et ça peut parler à beaucoup d'entre vous qui veulent être coach en ligne et qui peuvent largement atteindre ce qu'on atteint, qui n'est pas incroyable non plus, tu vois, mais qui est quand même bien. Oui. Donc l'idée c'est que ça peut quand même être intéressant, voilà, de montrer un petit peu notre vie, comment on s'organise, comment se passent nos journées, comment nos réflexions, la réalité de ce qui se passe derrière, tu vois, vraiment. Voilà, la réalité. À quoi vous pouvez vous attendre si vous voulez être coach en ligne, ou parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont même pas lancés, qui auraient envie de se lancer. Et soit ça peut vous donner envie, soit au contraire vous pouvez vous dire peut-être que c'est pas ouf, parce qu'en vrai je pense qu'on idéalise pas mal ce taf, ce que j'allais dire. Mais en vrai je sais pas si t'as un truc à dire par rapport à ça. Si, mais ouais, je pense que on a une imagination de, ok, parce que personne n'en parle en fait de ça, de ok, c'est quoi le coaching en ligne en réalité. Tu sais, c'est un métier déjà qui a, je pense, assez peu de bordure, tu vois, c'est assez tu fais un peu ce que tu veux finalement, parce que t'es entrepreneur, t'es ton propre patron, etc., mais on se rend pas trop compte de la réalité du métier. Et là, nous, c'est un peu ce qu'on a vocation à faire aussi, c'est genre vous montrer, ok, c'est quoi les dessous du coaching en ligne, qu'est-ce que vous devez faire, c'est quoi vos journées. Et je pense qu'on se dit, ouais, putain, je vais faire la prévention, je vais faire des séances avec mes clients. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi pas que de ça, tu vois. Il y a aussi beaucoup de temps où il y a des doutes, il y a des réflexions, il y a créer du contenu, avoir une stratégie. Enfin, tu vois, c'est quand même un travail où il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas forcément quand on commence. Ouais, non, clairement. Et puis même toutes nos réflexions qu'on pourrait avoir sur tout ce métier, tout ça, ça pourrait être très intéressant. Tout que Romain et moi n'avons pas forcément tout le temps le même avis sur certaines choses. On a aussi comment dire, des choses sur lesquelles on est meilleurs l'un et l'autre. Oui, on est assez complémentaires, quoi. On est assez complémentaires. Mais voilà, donc automatiquement on a des avis différents, ou du moins des regards différents sur certaines choses, donc ça peut être intéressant en tout cas c'est un projet, on se dit que si jamais on passe le cap de vivre ici, ou de vivre ailleurs, en tout cas dans un pays étranger, c'est un truc faire ça, je pense que ça va être un des trucs aussi qu'on fera. On profite, de toute façon le but c'est de profiter et de mettre tout en place. Et c'est un peu ce qui nous drive en ce moment là, de parler de faire tout ça, c'est des projets qui nous tiennent à cœur, quoi. Et n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si c'est un projet qui peut vous intéresser, tu vois. Si en tout cas l'idée, putain, ça peut être cool. N'hésitez pas à nous le dire. ça nous motivera aussi à se dire si ça peut intéresser des gens, on fait pas non plus pour nous deux, tu vois. Voilà, on le fait ça. aussi pour que les autres le voient. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même pas mal de projets, Romain et moi, mais on arrive quand même à maintenir un très bon service de coaching, en tout cas j'estime, au niveau du délai de réponse. C'est la priorité pour nous. C'est la priorité, et je pense que c'est important même quand vous avez des projets assez importants, de prioriser la priorité, tu vois. Et alors, là par exemple, là on est on n'est pas en vacances, mais on est à l'étranger. Priorité, c'est quoi ? Coaching, toujours maintenir le même service de coaching avec le même délai de réponse et même service de coaching, tout simplement. Et également formation, Young Trainers, et tout ce qui est un peu lié à Young Trainers de façon générale. Training, c'est un peu moins la priorité. Nutrition, c'est un peu moins la priorité. Ça reste en tâche de fond, mais c'est moins la priorité. Donc il faut aussi se dire que tout peut pas être fait de la même façon. Tu peux tout faire au même moment. Et si tu peux tout faire au même moment, mais tu seras pas productif et efficace sur tout à chaque fois. Tu vois. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. C'est un truc que je parle beaucoup dans mes coachings avec mes clients, c'est souvent je vois un truc vraiment récurrent, c'est le fait de manquer de priorisation. Les gens veulent faire trop de choses en même temps,
veulent faire un peu tout en même temps. Ah ouais, mais j'ai envie de faire ça, ah ouais, mais j'ai envie de faire ça. Et du coup, ils priorisent rien. Et en fait, quand on veut tout faire, on finit par pas faire grand chose. Ou le faire très mal. Ou le faire très mal. Ouais. Et ça amène beaucoup de frustration parce qu'on se dit putain, ouais, mais j'ai envie de faire plein de trucs, ouais, mais le problème, c'est que si tu te fixes sur rien, choisir, c'est renoncer. Et je pense que c'est important de choisir. Ouais, magnifique. Elle était belle, et elle était belle. Il faut que tu aimes. Ouais. C'est quoi que j'avais dit aussi ouais. Avec Gérard, du coup, on parle quand même pas mal en off de. Et il m'a sorti un. Parce que, alors, juste, en vrai, en off, des fois, on fait des podcasts. Hein. Ouais. Des fois, on se dit, putain, mec, pourquoi il y avait une caméra là? Pourquoi? Ouais, clairement. Et du coup, je crois qu'on était dans un Uber, je crois, quand tu ouais, non, on était dans la voiture. On était en train de conduire jusqu'à Paris. Ouais, ah oui, on était en train de conduire jusqu'à Paris. Et JR m'a dit. Ouais, tu étais en train de parler de. Des personnes qui voulaient se lancer dans le coaching ou qui faisaient du coaching mais qui voulaient pas trop en faire. Ouais, qui hésitaient un peu. Alors, ouais, au-delà de l'hésitation, mais plus qui était en mode. Ouais, je veux faire du coaching, mais chill, tu vois. Ouais, chill, genre voilà. Pas trop. Chill. Et en fait, moi, ma réflexion, c'était de me dire. Bah, j'ai dit une phrase, dis-la si tu veux, j'ai plus en tête. Il a dit si tu as pas envie, si t'as jamais eu envie de faire trop, tu feras jamais assez. Voilà, JR. 2024. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est que généralement, quand tu commences le coaching, mais c'est un peu comme la muscu, et ça, c'était valable pour plein de trucs. Hein. Ouais. Les gens que je connais passionnés de la musculation, au début, ils ont voulu faire un peu trop. Et c'est pas super bien en réalité, mais c'est juste un bon constat de se dire que potentiellement, plus tard, quand ils auront les connaissances, ils feront un peu moins, ils font ce qu'il faut. Mais je pense que si tu commences pas un truc, n'importe quoi, hein, muscu, nutrition, training, enfin, je répète, mais entrepreneuriat, si t'as pas envie si tu fais pas un peu trop au début, si tu te crames pas un peu, c'est que potentiellement tu n'iras jamais sur ce qu'il faut faire en réalité, tu vois. Ouais. En gros, c'est un peu comme tout, tu vois, faut aller vraiment trop haut pour se dire ah putain, je suis trop haut, je redescends un peu, tu vois. Ouais, mais je suis dans le sweet spot. Voilà. Mais si tu vas jamais trop haut, c'est que sûrement tu iras jamais dans le sweet spot. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense que c'est intéressant de le mettre en avant aussi. Hein. Ouais. Pour tout, et ça c'est valable pour tout, hein, muscu, voilà, comme je l'ai dit, pas que sur l'entrepreneuriat, mais dans ce contexte, c'était plus entrepreneuriat. Ouais. Ok, quelques questions, pas mal de questions en vrai. Première question, je vais la poser Romain. Vas-y. Où en sommes-nous sur nos objectifs de compétition de bodybuilding? Tu commences ou tu commences? Je peux commencer si tu veux. Vas-y. Bon, du coup, moi, vous saviez que je devais faire une compétition cette année. Bon, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'en ai pas fait, notamment un voyage prévu de base. J'avais aussi une compétition d'un de mon premier compétiteur qui concourt cette année à la même date que moi où je voulais concourir, WNBF France. Et donc, j'avais un peu. Moi, j'ai surtout vocation à devenir un très bon coach plutôt qu'un très bon athlète. On peut tous les deux parler là-dessus. Même si le côté athlète m'intéresse pas autant que le côté coach, c'est indéniable. Et donc, du coup, forcément, j'ai priorisé. J'avais aussi les examens MNU à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'avais un peu peur de me tirer une balle dans le pied, de faire beaucoup trop, d'être trop fatigué, de pas réussir à suivre la cadence et au final de me dégoûter un peu, de faire une prépa qui se passera pas bien. Donc voilà, j'ai préféré me dire cette année calme, je me suis aussi blessé à l'épaule. Hein. Ça n'a pas joué dans le truc, mais. En vrai, je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué, ouais. En plus, récupérer d'une blessure quand t'es en déficit plus ou moins agressif. Ça aurait été plus dur, ouais. Compliqué. Donc je pense que c'était pas le moment, et je pense que c'était plus une sage décision. Donc j'ai quand même décidé de concourir à un moment, hein. Très clairement, ça me drive de m'entraîner en me disant ok, là j'y vais pas juste pour m'entraîner, pour le lifestyle, j'y vais parce que ok, je veux concourir. Et potentiellement, la date, ça sera 2025. Est-ce qu'on dit? Hein? On dit? On peut. On peut parce que ça sortira après qu'on l'ait annoncé. Je vais coacher Romain pour ses préparations, pour sa future préparation en bodybuilding. Ouais, du coup j'ai choisi que JR me suive pour concourir, pour plusieurs raisons, pour le fait qu'on puisse vivre le truc ensemble. Je trouve qu'il y a vraiment le côté aussi dans la prépa de vivre un truc avec le coach, tu vois, vivre un truc. L'avantage aussi c'est qu'on pourra faire aussi, documenter. Voilà, on a vocation quand même un peu à faire ça, tu vois, documenter pas mal la prépa. Et je pense que ça peut être vraiment cool. Après j'ai aussi une confiance aveugle en JR là-dessus. Donc ouais, même si du coup tout le monde le savait, hein, j'ai été coaché par Yann pendant près de 10 mois avant, quasiment un an. Mais ça a été d'ailleurs, c'était super, hein, je pense que j'ai jamais autant progressé. Mais voilà, j'avais envie aussi de tester autre chose. Avec JR, j'aurais aussi l'occasion d'avoir une relation un peu plus de proximité, on va dire. Même pour le côté, comme je t'ai dit, hein, documentation de la prépa. Donc voilà.
Et moi, je suis très très content de coacher Romain. Ouais. Putain, c'était long. Mec, j'ai dû créer un podcast avec toi pour t'avoir en coaching. Et il s'est saigné. Hein. Ah ouais, ça fait 2 ans que je suis sur le dos. Hein. Ouais. Ça fait. Je pas, il prend des notes et tout. Ouais, depuis le début. Hein. Et moi, vous me connaissez. Hein. Moi, je suis prêt à mettre en place beaucoup de choses pour avoir quelqu'un client. Hein. Je te jure. Non, moi, je suis très très content de coacher Romain, de l'accompagner dans ses objectifs. Donc là, l'objectif, on peut le dire un petit peu quand même, c'est 2025 du coup. 2025, ouais. Romain a envie de concourir en 2025. Je ne concourrai du coup, j'en profite pour parler de moi après, mais je ne concourrai pas en 2025 non plus. Déjà, de toute façon, c'était pas prévu que je concours parce que j'ai du coup déjà 1, 2, 3 athlètes, 4 avec Romain du coup maintenant pour 2025. Ouais, 4, peut-être 5. Peut-être 5. En réflexion. Ouais, peut-être 5. Donc ça fait pas mal. Ah non, mais attends, j'ai dit de la merde. 4. Non, j'ai 5 athlètes pour 2025. Et c'est pour tes premiers. Mais oui, c'est 5. Et peut-être 6 athlètes. Et ce sera tes premiers athlètes du coup. Mes premiers donc, athlètes. Donc ça va quand même. Mais après, voilà, moi, ça ne sera pas un souci pour gérer tout le monde. Je suis très dédié à ma cause. Hein. Il ne faut pas dormir, il ne va pas dormir. Ah, mais moi, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis voilà, c'est comme on me dit tout le temps, les priorités sont à mettre où il faut. Si il ne faut plus faire de contenu pendant un mois, je ne ferai plus de contenu pendant un mois. La priorité, c'est les compétitions bodybuilding. C'est ensuite le coaching de façon générale. Et après, on met le reste. Voilà. Mais moi, il n'y aura aucun souci à prioriser ce qu'il faut prioriser. Et il n'y aura aucun souci à assurer ce qu'il faut assurer. Donc moi, je suis très très content de coacher Romain. Très content, du coup là on va commencer, là je vais bosser sur ta prog semaine prochaine. Par contre il est pas prêt parce que faut savoir que moi j'ai pas pris de coach pendant longtemps parce que je suis très très chiant à coacher. Ouais. Notamment sur la partie entraînement. Ça me les briser déjà. Ouais. Parce que on commençait déjà un peu à se faire. Je lui ai commencé à lui dire je vais te mettre 7 séries de pecs. Il me dit non j'en veux 8. Qu'est-ce que tu me casses les couilles après moi c'est un problème, c'est que je suis assez j'ai un peu du mal à donner tout le truc. En attendant, déjà, il fera pas la prog tout seul de son côté, tu vois. Il y aura quand même de. De toute façon, mais ça, c'est comme ça avec tout le monde. Hein. C'est comme ça avec tout le monde. C'est pas genre, tu mais fais en ça, particulier avec quelqu'un comme toi, je vais pas t'imposer un truc. De toute façon, il va y avoir une communication. Et je pense que c'est bien que je te coach là-dessus, dans le sens où toi et moi, on communique très bien. Il n'y a aucun souci, on est très très fluide, de par le fait qu'on bosse ensemble, machin. Donc c'est pas du tout un souci. Donc je pense que c'est bien. Mais j'ai aussi besoin de ça. Parce que sinon, moi, je vais avoir tendance à changer beaucoup mes trainings. Enfin, moi maintenant, parce que j'ai eu quand même. Maintenant, je sais que c'est vraiment sous-optimal. Mais j'aurais quand même tendance à plus le faire si je suis pas suivi. Il faut savoir que moi, même si je suis à l'écoute, et ça va être aussi un truc qu'on mettra en avant dans notre formation de trainer, faut rendre le client proactif, faut écouter ce qu'il veut, mais il faut aussi être rigide sur certaines choses. Et avec Romain, je sais que je vais réussir à être rigide sur certaines choses, et je le suis déjà pour certains trucs. Il sait que ça va pas bouger, mais il y a aussi des choses qu'il faut aussi écouter par rapport à ses propres choses. Par exemple, ta séance push, tu l'aimes bien. Il y a une séance aussi qu'il fait dans le gym de Pierre, dans le studio de Pierre. Donc voilà, il y a des choses qui sont aussi à prendre en compte par rapport à ça, d'autant plus des points que tu n'as pas forcément en points faibles. Donc voilà, on mettra en place tout ça. De toute façon, le programme, je vais aussi le travailler de mon côté, mais on va aussi beaucoup échanger là-dessus. D'autant plus que toi, tu apprécies vraiment t'entraîner. Enfin, c'est un truc vraiment que tu kiffes. C'est vraiment un truc de. Enfin voilà, faut aussi penser long terme et se dire que dans l'objectif de la stratégie qu'il va avoir pour Romain, ça va être aussi de se dire que faut qu'il apprécie encore s'entraîner, il faut qu'il ait encore ce sentiment, je pense, de contrôle sur ce qu'il fait, et pas ce sentiment de putain, JR m'a mis ça, mais j'ai pas envie de le faire. Pas envie de le faire, et puis j'ai l'impression que je pourrais faire un peu différemment et qu'en vrai, le différemment me plairait plus. Enfin, tu vois, oui. Parce que tu pourrais avoir ce truc mental, tu vois. Vu que je sais que je peux faire autrement et que ça soit aussi optimal. Parce que si je le savais pas, je me dirais, je suis le coach, il a raison, tu vois. Si j'ai un doute, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est beaucoup plus simple de coacher quelqu'un qui ne veut même pas écouter. Et tu lui fais faire, mais ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut, mais voilà. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je prends D'ailleurs, c'est une bonne question, je pense que les gens peuvent se poser. Pourquoi je prends un coach alors que j'ai les compétences pour me coacher, tu vois. D'ailleurs, on pourra en parler après, parce qu'on a aussi comment choisir un coach. Mais je pense que c'est intéressant parce que du coup, moi, je pourrais très bien me dire, je me coach tout seul. Mais il y a 2 soucis à ça. Le premier, c'est le fait de ne pas être forcément très impartial avec toi-même. Même avec mes points forts, points faibles, tu vois. Même si je sais globalement, c'est dur de répartir son volume soi-même. Je pense de manière la plus stratégique et efficace possible à cause de ça. Et le côté d'être suivi et de ne pas avoir à se prendre la tête. Je pense que c'est un gros plus aussi, surtout encore plus. Dans un processus de surplus, je pense que c'est moins important d'être suivi au niveau de compétences que j'ai. Mais dans un processus de prépa. Mais même, parce que là, tu vois, pour moi cette phase de surplus là, qu'on va faire ensemble, qui va être à mon avis une phase qui va durer, là on est en... Parce que j'ai déjà un petit peu réfléchi un peu à ta on a déjà fait la roadmap. J'ai déjà fait la roadmap un peu en amont. Je pense que je l'avais fait depuis 1 an déjà. Il l'avait préparé, il m'a pas dit. Il m'a dit je t'ai partagé le doc, mais en vrai ça fait 1 an qu'il est là. 2 ans qu'il est prêt le truc. Du coup en vrai l'idée c'est de faire encore là à peu près 8 mois de surplus. En fait là de toute façon moi j'ai tendance à pour les gars que j'ai en compète,
que j'ai depuis un bail, en fonction de quand est-ce qu'on commence la prep. Là, généralement, pour quasiment tout le monde, ça va être mars. Pour avoir vraiment une bonne marge, c'est que des first timers, donc j'essaie vraiment de me dire, vu qu'il n'y a pas on connaît pas leur poids de scène, vu qu'ils n'ont jamais fait de compète avant, donc l'idée c'est d'y aller vraiment en avance, donc au moins 7 mois de prep, 8 mois éventuellement pour les filles, 7-8 mois en fonction de combien, en fait c'est en fonction de tout où on en est, et encore une fois je fais une roadmap, mais enfin c'est une planif prévisionnelle, mais ça va dépendre aussi moduler, de tout où on en est, tu vois. Et là l'idée c'est, vu que je chope Romain que maintenant, c'est qu'on fasse en gros de juin à peu près mai, sûrement surplus, il y aura sûrement quasiment pas de cut. Romain est quand même globalement sec, tu pèses 76 kilos je crois. Là ouais. 76. Je suis descendu à 72 au plus bas là. T'étais monté à 86. 86 ouais. 86 t'étais en peak bulk quasiment, t'étais même pas en... Ouais, j'étais en peak bulk. T'étais en peak bulk. Donc là on a encore 10 kilos à rajouter. Si on se dit qu'on fait encore un petit 1 kg par mois, avec peut-être les moments où ce sera un petit peu moins, un petit peu plus. Ouais. On devrait s'en tirer vers les 86, 87, et du coup ce qui sera, on va dire, plutôt optimal. Et l'avantage c'est aussi que Romain, je le connais très très bien, et je sais que si je veux être agressif au début, ou même à un moment donné, je le serai, et il n'y aura pas de soucis précisément. Enfin, c'est vraiment propre à chacun, ça, pour le coup, la relation avec l'alimentation. On va y revenir, on va en parler après. On a aussi une question sur la relation avec l'alimentation, mais je sais qu'avec Romain, pour plusieurs raisons, je sais que je pourrais m'y prendre de façon agressive durant un temps, et je sais que la communication ne sera pas biaisée parce qu'on va justement communiquer si certaines choses sont dures. Donc voilà, l'idée c'est de faire avec Romain un surplus pendant X temps, là jusqu'à la prep. Mais du coup plus longtemps en fait finalement que même moi si je suis un first timer aussi, on a quand même pris un peu la décision là entre guillemets de passer sur un long surplus et une prépa plus courte. Entre guillemets, on fera pas 7 mois de déficit. On fera 6 à 7 mois, ouais, je pense quand même. 6-7 mois, ok. Ouais, à voir. En fait, c'est pareil, ça va être à voir en fait où t'en es. À voir où t'en es, c'est pareil, parce que si on est en peak bulk, faut pas. Là, j'ai. Peak bulk 86, je pense, j'ai plus de 15-16 kilos à perdre. Hein. Voire même plus. Hein. Même plus, mec. Même plus. Là, je pense que t'as encore 10 kilos à perdre, tu vois, là où t'en es là. Quasiment. Je pense qu'on va peut-être pas 10 kilos, mais. Lui à 72, quoi. 72, je pense que je perdais 4 kilos, j'étais sur scène là. Ouais, enfin t'es quasiment. Ouais, après, j'avais pas les cuisses encore vraiment découpées. Moi, mes cuisses. Et 72, 68, tu finis à 8 kilos quoi, si tu veux. Ouais, donc là, si je fais 86, j'ai quand même 18 kilos. Pour moi, par défaut, faut toujours partir sur un moins 20, tu vois. Et tu vois, je suis en train de suivre la formation de FluidyMJ, Alberto Nunes, pour ceux qui connaissent, qui sont une team de préparateurs en bodybuilding qui sont là depuis un bail. Et ils disent. Dans leur cours ils disent en gros que t'as toujours plus à perdre que ce que tu penses. Ouais, je pense qu'on sous-estime de fou parce que moi 86 en vrai je rends pas non plus gros plein de bout, tu vois. Mais je pense qu'à 72 t'étais loin d'être prêt, tu vois. Enfin, je pense que j'avais de la marge oui, encore, t'avais de la marge, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre je pense qu'il y a, c'est pour ça que c'est c'est toujours intéressant, je pense, pour un first timer de voir vraiment large, et d'autant plus que c'est aussi je suis aussi un prépa first timer, faut se dire ça, hein. Ouais. Même si moi je suis confiant dans ce que je vais mettre en place, mais c'est la première fois que je prep quelqu'un, que je prep plusieurs personnes, pas un souci pour moi, mais en tout cas voilà, faut mieux prévoir large. D'autant plus que c'est des first timers aussi que j'ai, donc moi je préfère avoir plus large, après avoir avec Romain ce qu'on fera, et puis par rapport aux dates c'est pareil, parce que imaginons que là on fait en mars et que tu as 6 de WNBF France, que c'est un peu ce qu'on vise, on ne l'a pas dit, mais on vise WNBF France, c'est septembre 2025, environ à peu près, en tout cas on en déduit que c'est septembre 2025 vu que ça a toujours été le cas quasiment, c'était en octobre depuis 2 ans je crois à peu près, hein. C'est-à-dire tu vas commencer en avril la bulle quoi, le déficit mars, l'idée c'était que mars, moi je voulais commencer mars, je commence quasiment tout le monde pour mars, et en fait ça va dépendre parce que c'est pareil, ça dépend à quel point je bulk aussi, ouais. Exactement, et en fait c'est pareil, c'est que moi j'ai des clients aussi où par exemple, je voulais aussi revenir juste avant, et j'ai l'habitude de faire des pré-prep où en gros l'idée c'est de juste faire une mini cut en gros, je sais pas, 5-6 mois avant la prep pour juste cutter un peu et avoir moins à perdre pendant la prep. Je pense que diviser la prep en 2 comme ça et nous assurer justement d'être au pire prêt plus tôt, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Ouais, et puis rendre peut-être le process un peu moins dur, parce que peut-être que 7 mois en déficit c'est peut-être plus dur que 5. Potentiellement on pourrait être moins agressif. Ouais. Oui, après, moi je pense que le début, autant être agressif, j'aurais pu faire, mec. Enfin, je pense. Au pire des cas, on pourrait connais, mais ça, c'est pas un souci. Mais ça, on verra du coup en temps et en heure, mais. Ouais. Mais je pense toujours prévoir, en tout cas là, sur un first timer, prévoir plus, et puis au pas des cas, faire des diet break. Tu vois, au pas des cas, on se met en maintenance pendant X temps, et puis après, on recharge au moment où il y a la prep. Donc, du coup, faut quand même bien se rendre, je pense, c'est un peu un disclaimer là, mais. De se rendre compte que la prep, c'est ce que du coup j'en parlais avec des clients, des gens aussi qui veulent faire de la compétition. Et il faut bien se dire que c'est quand même. Là, tu vois, moi, à 72, j'avais déjà des symptômes de je suis trop sec. Notamment au niveau de la faim. Là, on en reparlera dans ma relation avec l'alimentation, mais j'ai eu quand même un moment où j'avais extrêmement faim. Ça s'est un peu inversé les polarités quand je suis passé d'un gars qui, pour ceux qui m'ont suivi, n'avait pas du tout faim. J'avais du mal à manger
2000 calories par jour, c'était dur à manger, quoi. Vraiment, ça rigolait, quoi. Donc, et je suis passé à, dès que je finis un repas, j'ai pas de satiété, quoi. Genre, je ressens pas le fait de. J'ai mangé un repas, je peux manger 3 fois le même, quoi. C'est un peu ce que disait Café Fitness quand on l'avait invité. Ouais. Et bah, du coup, même Nathan, Nathan aussi, ouais, fait post-prep. Hein. Mais moi, vu que je suis pas trop trigger par la bouffe, j'étais pas en mode, vas-y, j'ai envie de déglinguer encore. Hein. Mais j'étais un peu en mode, ok, j'ai encore faim là. Mais du coup, j'étais qu'à 72. Faut bien se dire, et j'avais froid tout le temps aussi. Ouais. Bon, après, on n'était pas non plus en été, donc bon, logique. Mais ouais, j'avais déjà des symptômes quand même clairs de ok, t'es trop sec. Alors que j'étais pas prêt encore. Donc, dites-vous bien qu'une prep, même si c'est incroyable, je pense, c'est un truc à vivre, c'est pas un truc qui est santé, quoi. C'est pas un truc qui est santé de toute façon générale, mais, c'est sûr. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est pas réversible, parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode ah bah du coup, ça va bouiller ta santé. Non. Court terme, oui. Tu auras sûrement, physiologiquement, tu seras pas au top de ta forme. Mais tout est réversible. Et d'ailleurs, on a une très bonne étude là-dessus qui est l'étude du Minnesota, je crois. Ouais, c'est ça. Qui parle de ça justement, où il y a des rivers, et en fait, où les mecs ont été affamés. C'est une étude qui avait été faite sur ceux qui voulaient pas aller à la guerre à l'époque. Exactement. Alors, très moyen d'un point de vue moral, enfin d'un point de vue éthique plutôt. Mais en gros, des gars qui voulaient pas aller à la guerre, et du coup, on leur a dit bah, soit tu suis l'étude ou tu vas à la guerre. Ouais. Je sais plus, c'était quelle guerre de première ? Je sais même plus. C'était sûrement c'était pas. C'est Vassilis quand. Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale ? Sûrement la première. Vassilis Silopoulos en parlait pas mal dans une de ses formations que j'avais suivies, que toi t'avais suivi aussi, la science de perte de graisse rapide. Très très intéressant comme formation, d'ailleurs je vous la conseille en nutrition. Et du coup, il mettait en avant de souvenir que en gros, bah, à la suite de la fin du déficit, qui était vraiment un déficit très très agressif. Ouais, parce que du coup là, il les affamait. Il leur fait faire 40 km. Ouais, il y avait genre une dépense de malade mental. De malade mental. Ouais. Et ça mettait en avant deux choses. Bah déjà, en déficit calorique, tu perds. Ouais. Tu perds et tu perds beaucoup. Hein. Ouais, tu perds beaucoup. Il y a pas le métabolisme ne se bloque pas. Et je pense que s'il y avait justement, on entend souvent, tu sais, le truc de le mode famine. Ouais. C'est le mode famine. Soi-disant, tu seras en mode famine. Il y aura un mode famine où en gros un total calorique que tu consommerais, ou tu consommerais du coup pas assez, et du coup ton corps se dirait ah bah je stocke toutes mes graisses et ça bouge plus. Ouais. Bah en fait là, s'il y avait un mode famine qui existerait, je pense que là il serait peut-être activé, tu vois. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Donc pour après, le coup, ce mode famine, si on l'explique un peu plus scientifiquement, on va dire, c'est juste des adaptations métaboliques. Oui. Mais des adaptations métaboliques qui sont liées au fait que vous perdez du poids. Enfin, plus vous êtes léger, plus vous allez manger. Moins vous allez dépenser d'énergie en bougeant. Et deuxième chose. Et plus votre basal va être moins lourd. Ouais, va c'est être ça. moins important plutôt, parce que vous êtes moins lourd. Et aussi, plus vous êtes en déficit en général, plus de manière inconsciente vous allez moins vous dépenser. Mais ça, du coup, dans l'étude Minnesota, ils l'ont cut parce qu'en fait, ils avaient été obligés. Il n'y avait pas inconsciemment, vous allez moins vous dépenser parce que ils traquaient, ok, là tu vas taper 10 km et tu vas les faire tes 10 km. Donc, généralement, ce qui se passe dans le fameux mode, le mode famine, c'est que en gros les gens simplement ils sont pas en mode famine, c'est qu'ils surconsomment parce qu'en fait ils adhèrent pas à leur plan, et du coup ils surconsomment des aliments, et bah, ils se retrouvent avec plus de calories ingérées. Et on va dire que le mode famine pourrait au-delà de ce mode là, on pourrait juste dire bah dans ce cas, si tu augmentes les cales, potentiellement la personne va plus adhérer, et du coup va se retrouver réellement à moins 600 calories de déficit au lieu d'être à zéro, tu vois. Parce que juste il y aura une consommation et c'est souvent moins importante. Parce que les gens, du coup, il y a beaucoup de gens sur les réseaux notamment qui pensent que du coup la reverse diet ça marche. Mais en fait, ça. Non, tu te retrouves c'est parce qu'il y a un manque de compréhension de ce qui se passe réellement. Et la réalité, c'est que quand quelqu'un te dit je mange 1200 calories tous les jours, je perds pas de poids, la plupart du temps, la personne elle mange 1200 calories 4-5 jours dans la semaine, et 2 autres jours elle va en manger 4000. Ce qui fait que, in fine, sur la semaine, t'es pas en déficit. Alors que si la personne, tu la mets, et là les gens vont se dire ah bon bah. On fait une reverse diet, on augmente les calories, on augmente le métabolisme. En fait, ce qui se passe, c'est juste, tu mets la personne à 1600 calories, et en fait, elle mange 1600 calories 7 jours. Ouais. Donc, du coup, in fine, tu te retrouves sur la semaine à manger plus tous les jours et à perdre du gras, parce que juste sur la semaine, tu as moins de calories. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Et surtout, d'une part, les gens ne se rendent pas compte, comment on dit ça, ils sous-estiment largement ce qu'ils peuvent manger. Ah oui. Ils se rendent pas compte des petits trucs qu'ils rajoutent, et en fait, in fine, sur la journée, ça fait beaucoup. Et les gens mentent aussi, quoi. Les gens mentent consciemment et inconsciemment. Ouais. Et je vais donner également une anecdote personnelle. J'ai déjà du coup aussi traqué mes aliments sur un journal alimentaire, et simplement par flemme, alors que je suis coach, que je sais l'impact que ça peut avoir, j'ai pas forcément mis tous les aliments. Tu vois. Et des fois je me souvenais plus ce que j'avais mangé la veille, je dis bon j'ai dû manger ça. Donc en fait vous vous rendez compte que moi qui est coach, qui connaît, qui en plus fait une formation en nutrition, Mac Nutrition, c'est pas en mode oh putain bah il est trop nul le mec, c'est pas le faire. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous rendez compte à quel point ça renvoie, on va dire, vers se dire
les gens qui ne savent même pas, enfin qui n'ont pas de formation en nutrition et qui ne savent pas ce qu'ils font réellement, qui ne savent pas ce qui doit être traqué, c'est sûr qu'ils vont oublier, c'est sûr à quasiment 100%. Oui. Il y a même des études qui ont été faites sur le sujet où des gens, où on se rend compte que les journaux alimentaires ne sont pas fiables. Ouais, c'est misreport de je sais pas combien de calories. Il y a plein de choses oubliées au niveau de la... je sais pas comment on dit en français, c'est horrible de dire. Misreported, c'est ça. Je sais pas comment on dit en français. C'est trop l'américain lui. Bah toi aussi, hein, ouais, c'est vrai. misreport, mais je sais pas comment... Ouais, en gros, oubli d'écriture, oubli de traquer. Voilà, oubli de traquer. Ouais. Mais ouais, donc dans l'idée, je pense que c'est pas le plus fiable de tenir un journal alimentaire. Mais c'est ce qu'il disait dans McNutrition justement, quand on fait un journal alimentaire, plus il est long, moins c'est fiable. Exactement. Et du coup en général en faire, je crois qu'il disait 3 jours, c'est le maximum. 3 jours, et en fait ce qui est intéressant quand on tient un journal, c'est de se dire, pas toutes les semaines, mais par exemple de temps en temps, et moi c'est ce que je fais des fois des personnes qui veulent perdre du poids où on a quelques difficultés, je leur dis, bah écoute, alors dépendant des gens bien sûr, il y en a qui n'ont pas de difficulté à tenir un journal alimentaire, il y en a c'est ok, mais il y en a où c'est un petit peu plus compliqué, et ce qu'on pourrait faire c'est juste se dire, et bah là tu tiens un journal pendant, on va dire, en fait en gros c'est de prendre ce que disait McNutrition, de prendre en gros le lundi où il n'y a pas de training, le mercredi où il y a training et le samedi où il y a week-end. Donc en fait 3 contextes différents, training, pas training, week-end, et du coup bah là tu te retrouves avec 3 jours complètement différents et 3 jours qui peuvent du coup potentiellement où tu pourrais dire ah le week-end on voit tu vois que là regarde t'as mangé un repas libre. Est-ce que ce serait pas ça, si c'est régulier, qui ferait que du coup tu te retrouverais pas en déficit, tu vois? Ou oh gars, post-training, mais il y a ta boulangerie à côté, tu y vas. Est-ce que c'est régulier? Oui, c'est vrai que c'est un peu régulier post-training. Ah ouais, est-ce que c'est pas ça? Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses, c'est d'exemple, hein, mais c'est ce genre de choses qui peuvent être intéressantes justement de pas se dire on fait 3 jours de suite et basta, tu vois, ou même du coup une semaine. Oui, où ça n'a pas de sens. Ou une semaine, parce que du coup au bout de 4-5 jours, si tu commences lundi, vendredi ça te casse les couilles. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu misreportes de ouf quand t'es le vendredi, le week-end. Mais je pense que je l'ai fait d'ailleurs récemment. Du coup, grâce à McNutrition, justement, je me suis dit, ok, j'avais justement une fille qui avait ça où c'est compliqué de traquer. Ouais. Et du coup, on est parti sur un journal, genre, je crois, le mardi. Là, j'ai fait que 2 jours dans la semaine, parce qu'elle a 2 contextes différents, surtout principaux dans la semaine, mardi, samedi, tu vois. Et ça me permet vraiment de voir, ok, c'est quoi tes habitudes à ce moment-là. Et ensuite, quand on connaît les habitudes, bah là on peut mettre des stratégies en place. Donc, et je pense que souvent les personnes ne se rendent pas forcément compte, comme tu dis, et le fait de le traquer et de le voir par soi-même, et même elle-même de consciemment mettre de la conscience sur ok, j'ai mangé ça, elle peut se dire ah putain, là, c'est peut-être si je fais ça souvent, ça peut poser problème. 100%. Donc, voilà. Et c'est là l'intérêt aussi, on pourrait se dire putain vous faites encore des formations et tout, est-ce que c'est vraiment intéressant, mais on apprend des choses aussi, même d'un point de vue pratico-pratique, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, dans McNutrition, il y a quand même pas mal de choses qui sont très théoriques, machin, et il y a plein de... Enfin, tu vois, toi, on en parle, des fois, on dit, putain, ouais, ça me saoule un peu. Enfin, tu vois, il y a des modules où des fois, on se dit, ouais, c'est pas ouf. Là, cette semaine, c'était quoi? Cette semaine, c'était sur, en gros, donner des cours, donner des conférences dans des entreprises. Ouais, tu vois. C'est pas nous, notre truc qu'on... Ouais, tu vois, moi, ça me saoule un peu, tu vois. Mais il y a quand même des choses, où, tu vois, notamment au niveau du journalisme, au niveau aussi de la diète ad libitum. Moi, ça m'a donné un regard complètement différent sur la diète ad libitum, sur que, en fait, c'est un truc, en fait, qui limite, faut faire par défaut, tu vois, quasiment. Ouais. Bah, parce que, en fait, là, nous, on est dans un microcosme bodybuilding. Exactement. Mais on ne coach pas que des gens qui font du bodybuilding. Et d'ailleurs, je pense que c'est un problème que beaucoup de coachs ont. Faire réussir à avoir des résultats à quelqu'un où tu lui dis tu suis un plan, tu te tais, c'est facile en fait, tout le monde peut faire. Bien sûr. La vraie difficulté quand on parle de nutrition, c'est travailler sur les habitudes de la personne, réussir à l'aider sans lui dire ok tu suis ça à la lettre. Parce que c'est la réalité de la vie, c'est que on n'a pas tous un cadre de vie millimétré. Exactement. Y a des gens qui ont des métiers qui sont stressants, où ils peuvent pas, où le midi il faut qu'ils changent, peuvent pas forcément se faire un tube. Enfin, ils peuvent, mais c'est très compliqué, ça change de leurs habitudes. Et je pense que c'est important. Et McNutrition nous aide vraiment à se dire ok, là on a des clés pour aider ces gens-là. À prendre du recul sur se dire il n'y a pas que une seule chose, et que la chose qu'on a en tête, enfin le format qu'on a en tête n'est même pas le format à avoir par défaut. C'est intéressant parce qu'ils nous disent en fait en réalité il y a plein de gens qui devraient pas suivre de plan, et moi j'ai tendance maintenant à faire déjà je propose, moi ça fait un bac, je le fais même avant McNutrition, mais de le faire soit avec plan ou pas plan alimentaire. Donc en gros soit des guidelines à suivre, tu manges, qu'est-ce que tu manges de façon générale, ok tu manges ça, écoute on va traquer un peu, tu vois, journal alimentaire un petit peu, plus on va donner quelques astuces par rapport à ce qu'elle mange, etc. Et également du coup s'il y a un plan alimentaire et que la personne veut suivre un plan alimentaire, ce qui des fois est aussi souvent beaucoup plus simple, ça arrive des fois que c'est beaucoup plus simple de suivre un plan alimentaire. Oui, les gens ça leur convient très bien. Il y a des gens, c'est con mais quand tu fais cuire des pâtes, mon pote, si tu sais pas combien de grammes de pâtes, tu vas te retrouver avec 1 kilo de pâtes des fois cuites, tu vois, et tu sais pas quoi en faire. Peser cru, au moins tu sais combien tu fais cuire, et au moins tu sais que ce que tu vas faire cuire, tu le manges. C'est bête, mais ça peut des fois être vraiment un truc intéressant.
Et ce que je voulais dire, c'est que du coup aussi, moi ce que si tu penses à faire, je sais que tu fais un peu après pareil, Ouais. c'est que dans ma roadmap, il n'y a pas que surplus, maintenance, déficit, non. J'ai aussi des phases où je cherche à être ad libitum, tu vois. Quand j'ai quelqu'un pendant 6 mois en coaching déficit, par exemple, qui veut perdre du poids, qui est quelqu'un en surpoids, peu importe, j'ai introduit, en tout cas c'est un de mes objectifs, une phase déjà de retour en maintenance pesée. Moi ce que je fais, c'est que je fais déficit généralement si elle veut suivre un plan alimentaire, que c'est plus simple pour elle. Ensuite une phase de maintenance si on a atteint le poids cible. L'objectif. Et après reprise en ad libitum, où là on essaie de maintenir le poids en gardant des habitudes, des bonnes habitudes alimentaires au niveau des choix potentiellement, peut-être au niveau du timing entre guillemets, tu vois, ou voilà en termes avoir les apports en protéines, voilà, etc. c'est ça. Et mais par contre on pèse plus. En tout cas si elle veut ne plus peser, on pèse plus. Et juste pour comprendre que, en fait, je veux faire comprendre aux gens que c'est pas une obligation. C'est pas une finalité pas une finalité de peser. Et c'est pas tu dois pas en permanence traquer tes calories, suivre tout ton plan, etc. pour garder. Hormis sur un objectif de performance ou sur un objectif où t'aimes vraiment ça, t'es pas obligé. Et c'est là, je pense, où toute la difficulté Enfin, c'est là où le coaching devient vraiment intéressant, parce qu'au final, un mec où tu lui donnes juste un plan, tu lui dis tu suis, il arrête ton coaching, il suit plus le plan, il est perdu, c'est l'océan. Alors que là, t'as quelqu'un qui sort de ton coaching, il a appris après comment s'alimenter, il sait suivre un plan, il sait traquer ses calories potentiellement s'il l'a fait, et il comprend comment garder ses habitudes et quelles habitudes il doit garder pour maintenir son poids, etc. Et ça, je pense que c'est un peu le plus important. Et tu vois, il y a des gens, j'entends déjà les coachs qui vont dire mais du coup ils ont plus besoin de nous, tu vois, après. Mais c'est faux. Pourquoi je coach Romain ? Romain il sait suivre tout seul, et je coach Romain. Et potentiellement, moi je vais prendre aussi un coach plus. Enfin, tu vois, j'ai pris des coachs et machin. Donc en fait, il faut se dire que même si vous savez comment vous faire, déjà les gens que vous éduquez en réalité dans votre coaching, ils savent pas vraiment comment faire. Enfin, dire, ils ont les quelques astuces, mais ils comprennent pas tout. Enfin, tu vois, c'est pas non plus une grosse éducation, ils n'ont pas suivi de formation. Tu vois, c'est juste un coaching avec vous. Donc faut se dire ça. Et du coup, s'ils ont besoin réellement à ce moment-là d'un coaching, ils vont revenir. Ouais. J'avais déjà eu qui sont revenus alors que je les avais apporté pas mal de choses, tu vois. Mais il y a aussi le besoin de rendre des comptes. Moi je sais qu'il y a beaucoup de clients pareils qui reviennent vers moi parce qu'ils me disaient ouais putain, quand j'étais avec toi c'était bien, j'avais des comptes à rendre, et du coup ça m'aidait dans ce process de me tenir à ce que je dois faire, quoi. Ouais. Et puis après faut être aussi honnête dans notre pratique de coach, hein. Faut pas se dire on bosse que pour garder le client tout le temps. Oui, c'est clair, c'est pas très. Alors bien sûr, c'est bien aussi de se dire on drive le client vers d'autres objectifs ou quoi si on estime qu'il en a besoin. Mais si la personne a atteint son poids de corps bien, tu vois, qu'elle se sent bien, qu'elle a les connaissances pour faire du ad libitum, qu'elle a pas forcément envie de faire de continuer le coaching, ça sert à rien de se dire vas-y on va forcer pour tu vois, pour je ne sais quoi d'ailleurs continuer avec elle, alors que voilà. Tu lui as apporté ce que tu avais apporté, et je pense que c'est bien d'être honnête là-dessus. Il faut se dire que de toute façon si vous avez un client satisfait, il va vous ramener des gens, hein. Ouais. En tout cas potentiellement plus de chances qu'il vous ramène des gens, quoi. Potentiellement, ouais. Donc c'est sûrement une très bonne idée d'être honnête et transparent sur tout ça. Ouais, je pense. Bon, on a bien divagué. On a dérivé, mec. Ouais. Tiens, notre relation avec l'alimentation. Attends, est-ce que t'as parlé de ton contexte bodybuilding, toi ? Ah non, j'ai pas parlé de mon contexte bodybuilding. En plus, je pense que ça intéresse des gens. Coca K0 Coca Zéro Coca. Vas-y. Hein. Il a fait une private joke là, Romain. Je ne la dirai jamais en podcast. Du coup, mes compétitions de bodybuilding. Est-ce que je vais concourir en bodybuilding ? En vrai, pas avant un bail. Hein. Ah ouais. Est-ce que t'es sûr que tu ferais une compétition déjà ? En vrai, j'en sais rien, tu vois. Mais tu ferais une compétition un jour, genre JR n'ira jamais sur scène. En vrai, je sais pas, mec. Parce que déjà 2025, c'est mort. 100%. Ouais. C'est sûr. 2026. Pourquoi pas ? En fait, c'est pareil, c'est que moi, je me dis, si j'ai des gars qui vont concourir, en tout cas, je pense que là, 2026, j'ai des personnes, je pense que je concours pas. Peut-être que les prochaines. Toujours des gars, gros. J'ai pas fini. Peut-être que les prochaines, avec la confiance que je vais prendre sur ma propre capacité à coacher des gens en prep, peut-être me dire, bon, vas-y, je me laisse un petit peu quand même moi-même me préparer et je prépare en même temps. Ouais. Mais là, je me vois pas 2025. Bon, 2025, c'est sûr, j'ai trop de gens. Et puis même moi, c'est ma première. Enfin, tu vois, j'ai envie d'être à fond, tu vois. Et même 2026, je me dis, c'est quand même, je suis encore un peu jeune dans la prep, tu vois. Ouais. Pour me dire, tu vois. Et j'ai quand même envie de. Et puis après, c'est aussi, j'ai envie de me remettre dans un process de surplus, tu vois. Ouais. Et je pense que quand je me mettrai dans un process de surplus, là, j'en verrai à fond, tu vois. Mais déjà, je vais refaire au moins 1 an où je suis dans un vrai process de surplus carré à 90%. Et là, c'est pas le cas du tout. Là, je suis en maintenance ad libitum. Donc ouais, l'idée, c'est qu'on verra à ce moment-là où j'en serai.
Et t'as pas peur de regretter là du coup d'être dans ce process de du aucun coup regret, gros. Ok. Aucun regret. Parce que tu sais pourquoi. Mais en fait là tu vois je pense que je pose la question, je sais la réponse. Mais oui. Je trouve c'est important de. Oui non mais c'est important d'en parler. J'ai aucun regret sur le fait de plus m'entraîner aussi dur. Enfin si je m'entraîne aussi dur qu'avant, mais quand je m'entraîne, mais m'entraîner moins qu'avant. Ouais, moins de volume. J'ai moins de volume, j'ai moins de sessions, j'ai moins de bouffe, je mange moins qu'avant. Ouais. Et j'ai suivi le process, hein. Faut pas non plus dire qu'il y avait. Enfin, tu vois, moi j'ai fait des années où j'étais. T'étais hardcore. Bah, ceux qui ont écouté les podcasts depuis un petit moment le savent. Ouais, oui. Mais j'étais ultra hardcore, mais à tel point que je pense que je pouvais pas vraiment être plus hardcore à ce moment-là. Non, c'était difficile, je pense. Difficile, ouais. Moi j'ai jamais été aussi hardcore que toi. Ouais, voilà. Mais là, je suis arrivé à un stade où en fait, là, je suis hardcore dans mon business, tu vois. Et du coup, je vois pas. Je pourrais m'entraîner un peu plus. Mais en vrai même, enfin, je pourrais m'entraîner un tout petit peu plus, peut-être suivre un peu plus ce process, puis j'en ai même pas envie. Enfin, tu vois, je suis mentalement trop pris par le reste. Ouais. Et en fait, je suis quand même un process. Faut savoir que c'est pas en mode je fais rien, je fais plus rien, tu vois. C'est que le process que je suis, l'énergie que je mettais dans le bodybuilding avant, avec tout le process, tous les choses à mettre en place, enfin le process, il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Avec les goals, avec les objectifs que tu as vraiment dans la ligne de mire, tu vois, bah, j'ai tout ça là, je l'ai retranscrit dans le coaching et dans tout ce qu'on met en place à côté. Et je mets autant d'importance et autant d'actions que j'estime intéressantes dans le process du coaching, ouais. Et puis de notre entreprise, enfin de Young Trainers, quoi. Mais comme on disait avant, tu peux pas tout faire en même temps, quoi. Faut savoir prioriser, et c'est pour ça que t'es ok avec ça, c'est parce que tu t'es pas dit ok, je vais faire un peu de coaching, je vais faire un peu de. Non, tu t'es dit ok, là je sais ce que je priorise, c'est ok. Ouais. Et genre t'es clair, t'as une clarté d'esprit là-dessus qui j'ai aucun regret, je sais qu'on n'aurait jamais. Ouais. Parce que je sais que la vie n'est pas finie. Oui, et tu sais aussi que, encore une fois, t'as aussi vocation à devenir un très bon coach plutôt qu'un très bon athlète. Ah oui, mais je pense même encore plus que toi. Enfin, toi, je pense que t'as quand même envie de devenir un bon athlète. Ouais, après je sais que je ferai pas une carrière. Non. Enfin, après, j'en sais rien, ça se trouve, je vais faire une compétition, je vais être dans. C'est incroyable. Mais oui, c'est pareil, tu peux être aussi un très très bon coach et un très bon athlète aussi. Tu vois, c'est pas non plus impossible. Regardez Jim Morris. Mais j'ai quand même vocation à être plus un coach. Je comprends. Mais toi encore plus, je pense. Je pense, ouais. Du moins, j'ai moins vocation à être un bon athlète. Enfin, tu vois, genre, c'est plus. Je pense qu'on a quasiment la même vocation à être un bon coach. Peut-être que moi, je suis un peu plus matrixé par ça, mais parce que du coup, je pense que c'est pareil. C'est une question de qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton esprit, tu vois. Au final, moi, dans mon esprit, il y a vraiment coach, tu vois. Ouais, moi, j'aime. Un petit peu athlète, puis moi, j'aime. Enfin, m'entraîner, c'est vital, limite pour moi, tu vois. Ouais. Moi, ça l'a été. J'aime bien encore. Mais je suis beaucoup moins dans le délire, tu vois. Enfin, tu vois. Et par contre, je suis à fond dans le délire de coacher à l'entraînement, tu vois. Ouais. Genre, je préfère. Oui. Enfin, tu vois, genre, j'adore ça, tu vois. J'adore vraiment ça. Et limite, je m'entraîne encore plus pour garder l'expérience du terrain, tu vois. Oui, parce que je pense que c'est quand même. Mais important. Toujours, en fait, c'est toujours un peu dans le truc de. Pourquoi je fais ça? Coacher, tu vois. Ouais, coacher. Tu vois, c'est même pas vas-y pour progresser. Mec, je m'en tape de mon physique. Ouais. tant que je deviens pas. Tant que tu deviens pas un Loukoum, ça va. Ouais, dédicace à Loukoum. D'ailleurs, Loukoum, on le dit ou pas? On va l'avoir en podcast, Loukoum. Ouais. On va l'avoir en podcast, Loukoum. On va se faire si tu veux, Loukoum, là, on aurait dû t'inviter, t'aurais dû venir à Bucarest. On aurait pu faire un podcast. Mec, je suis sûr qu'il serait chaud. Il serait venu en plus, je suis sûr. Mais en plus, l'objectif, alors, juste petite parenthèse sur le podcast, c'est que si on reste à Bucarest, si on se met dans ce studio là ou dans un autre, peu importe, même si là celui-ci est quand même bien stylé. C'est très cool, hein. Il est stylé, ouais. Après avoir les autres, on pourrait dire peut-être un peu le terrain ailleurs. Et puis les gens, l'équipe est cool et tout, c'est cool. Mais si jamais tu vois, on reste ici. En vrai, les invités, on pourrait les inviter ici, on leur paye l'avion et tout. On paye billet d'avion, Uber, ils arrivent ici, tac, podcast, ils rentrent chez eux, boum, bouclé. Ouais, c'est incroyable ça. C'est vraiment stylé. En plus, c'est pas non plus infaisable. Hein. Non, bah non. Les billets d'avion, en plus, de Paris à Bucarest. C'est très abordable. Pas cher, c'était combien qu'on a payé là? 30 €? On a payé 40 €, ouais, aller-retour. Aller-retour 40 €? Ouais, en sachant qu'on a payé 80 parce qu'on a pris des valises. Oui. Sans les valises, c'était 40 € aller-retour. 20 € aller, quoi. Tu vois, 20 € aller, 20 € retour. Pour avoir un invité et faire un putain de podcast de 3 heures, moi ça me va. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Voilà pour mes compétitions bodybuilding. Notre relation avec l'alimentation. Tu veux commencer? Vas-y, je vais bien commencer. Vas-y. En vrai, à l'heure actuelle, c'est pareil, c'est que moi ça varie pas mal. Pour retranscrire un petit peu le parcours, j'ai commencé avec une relation avec l'alimentation. Bon, déjà, quand j'étais jeune, j'avais rien de spécial. Enfin, j'ai bien la bouffe comme tout le monde, mais genre rien de fou, tu vois. J'ai pas de TCA ou quoi que ce soit. Ouais. Et
ensuite, bodybuilding, du coup, plus je voyais plus la nutrition comme quelque chose, on va dire, qui était lié au process, lié à la performance. Donc je mangeais vraiment pour me nourrir et pour me dire vas-y je mange pour le bodybuilding. Pour les besoins quoi, t'étais pas en mode plaisir. Non, alors j'aimais bien manger, enfin tu vois, genre, j'aimais bien, si je mangeais un truc bon, j'aimais bien, mais je veux dire c'était pas le truc, j'allais pas me dire vas-y je vais me faire un truc, une dinguerie pour... C'était pas ça qui drivait tes choix. Non. Genre le plaisir, c'était surtout la performance, de te dire ok, qu'est-ce que ça m'apporte là à l'heure actuelle, etc. C'est ça. Ça a commencé un peu comme ça. Après, quand j'ai commencé avec. Alors, c'était à l'époque où j'étais coaché par quelqu'un d'autre. Et quand j'ai commencé avec The Prep Dad, j'étais un petit peu plus dans le plaisir du coup, parce que je me suis rendu compte de choses que je me rendais moi-même compte en tant que coach. Mais du coup, moi, le fait d'être coaché par lui, Louis qui est assez pro diète flexible, c'est pas un souci pour lui que je gère un peu mes macros comme je veux et que je gère des choix alimentaires qui sont pas forcément des choix alimentaires qu'on pourrait se dire ici, tu vois. Ouais. Du coup, ça m'a un peu à ce moment-là ouvert le champ des possibilités. Et du coup, ma relation à l'alimentation a un petit peu changé. Et j'étais un peu. Alors, toujours au début. Rigide dans un plan alimentaire, mais en tout cas les choix étaient un peu plus flex, on va dire, qu'on pourrait qualifier de flexible, tu vois. Ouais, parce qu'avant t'étais genre à 99% de produits bruts quoi. Bah oui, enfin brut. En tout cas, diète body, crème de riz post-training, flocons d'avoine pré-training, pommes de terre, riz, pommes de terre, point barre, tu vois. Et c'est poulet, bœuf, vous voyez très bien le concept. Donc j'étais là-dessus et donc ouais, à ce moment-là avec Louis, j'étais quand même toujours en mode je mange pour la perf. Milieu coaching à fond quand même. Ouais, tout début milieu coaching un peu moins, j'ai eu des trucs perso qui ont fait que j'étais un peu moins dedans, mais voilà, tu vois, la nutrition ça n'a jamais été non plus un truc qui m'a trigger de fou tu vois. Et anecdote d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler en off hier, je t'ai dit que c'est ça qu'on parle de la relation avec l'alimentation. Ouais. Bon, alors c'est un peu du perso, mais il y a quelques mois j'ai vécu des trucs pas fous dans ma vie perso et du coup j'ai pu, on va dire, me surprendre dans un process où on pouvait se dire putain l'alimentation peut être un peu un patch, c'est un réconfort, tu vois. Et en vrai j'ai vécu un peu ce truc de vas-y je suis pas super bien, vas-y je vais manger un truc un peu plaisir et tout, tu vois. J'avais des gâteaux apéro à ce moment-là, j'en ai mangé un petit peu et j'ai vu un petit peu ce process qui m'était jamais vraiment arrivé avant où en fait j'ai commencé à taper dedans. Et ce qui est intéressant, c'est là où je voulais aussi en venir, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne sur notre capacité à être sensible à la nourriture. Ouais. Et typiquement, mec, je crois que j'ai tapé quelques curly et j'ai arrêté, tu vois. Ouais, parce que dès que j'avais plus faim. Ouais. Et pourtant, j'étais quand même dans ce contexte où j'étais pas terrible. J'avais envie, on va dire, de manger un truc qui me réconfortait devant une série ou quoi, tu vois. Parce qu'on est tous humains, en vrai. Même si je suis pas forcément, j'étais un peu, c'était pas body hardcore à ce moment-là, mais j'étais un peu plus dans le process que je le suis maintenant, tu vois, on va dire. Et pourtant, j'ai fait ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas flanché plus, tu vois. Et c'est pas en mode moi je suis no pain no gain, je suis meilleur que tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est juste que je mets en avant ça pour juste mettre en avant aussi que tout le monde n'est pas sensible à la nourriture de la même façon. Et qu'il y a beaucoup de gens qui auraient tapé le paquet. Et il y a beaucoup de gens qui auraient tapé le paquet dans la situation dans laquelle j'étais. Ouais. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, loin de là. C'est juste pour dire que voilà, comme il l'a fait, on est tous différents là-dessus. Et du coup, moi, ça m'a permis de me dire putain, en fait, déjà ça peut vite déraper. Ouais. Tu vois, tu te sens mal, tu tapes un truc, et puis en fait, ça devient une habitude. Tu fais ce que je l'ai pas refait après, tu vois. C'est juste que j'avais un paquet de gâteaux. J'ai bien envie de le faire. J'avais pas mangé à ce moment-là parce que j'étais un peu déprimé et tout. Du coup, j'avais pas faim. Bref. Et du coup, voilà, moi ça s'est retranscrit un peu comme ça. Il y a des gens où ça serait retranscrit encore pire et ça aurait fait plusieurs crises, etc. Tu vois. Ouais, où ça aurait mangé vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui. Enfin, nous, je pense que dès qu'on a ressenti, moi je suis un peu comme toi là-dessus, quand j'ai la faim qui arrive, en fait, le truc que j'avais eu envie de manger, et ce qu'on disait, c'est que c'est beaucoup en fait l'envie de manger le truc, plus que réellement le fait de le manger. En fait, quand on le mange, après, tu te dis. Ça, en fait, moi ça m'ennuie un peu au bout d'un moment. Ouais, moi aussi. Je me dis, en fait, je m'en fous un peu. Alors qu'il y a plein de gens. Ils vont déjà pas trop ressentir ce truc de satiété. Et vu que c'est très bon, et je pense que ça c'est un truc qui doit se passer chimiquement, je saurais pas l'expliquer exactement, mais des gens qui sont vraiment triggers par la bouffe, quoi. Ils vont vraiment être. Et je pense qu'on serait dans leur même état, dans leur tête, on ferait les mêmes choix. Mais exactement. Et c'est ça aussi qu'il y a à mettre en avant, c'est que tout le monde n'est pas fait pareil. On n'est pas égaux. Et t'es dans le corps de la personne qui a été CA, t'as été CA. Enfin, tu vois, genre c'est juste qu'en fait la sensibilité de la personne à la nourriture est pas la même. Ouais. Donc en fait, tu serais dans son corps. Tu ferais pareil qu'elle, tu vois, faut pas non plus se dire vas-y. Elle a pas de force mentale. Pas de force mentale, machin, non, ça c'est de la merde, ça c'est des gens qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas empathiques surtout. Parce qu'en vrai, je pense que t'es pas obligé de connaître des trucs pour accompagner quelqu'un, mais pour juste comprendre. Oui, il y a une juste être empathique. Ouais. Mais être empathique, c'est tout. Et je pense que ça t'a aussi mis un peu dans cette empathie de comprendre ça. En vrai, je l'étais déjà. Mais juste, ça m'a vraiment. Montrer putain déjà ça peut déraper vite. Déjà moi j'ai pu avoir vécu ce truc de petit moment où vas-y j'ai envie de manger un truc cool, tu vois,
Et en plus, bah là tu peux me dire, potentiellement, tu vois, il y a des gens qui auraient pu aller plus loin que ça. Ouais, clairement. Enfin, c'est le process, tu vois, le cheminement qui t'amène à ça. Tu vois, t'es pas bien, t'as envie de manger un truc. Ouais, clairement. Toi, ta relation avec l'alimentation, comment tu le vis, Romain, depuis quelques temps? Bah moi j'ai vécu un peu les deux extrêmes, du coup j'ai eu pendant longtemps là, moi j'ai eu une grosse période de surplus pendant quasiment 1 an et demi, et à la fin j'avais plus du tout faim, genre en fait ça devenait presque stressant de manger, tu sais, genre attendre le prochain repas, j'étais en mode putain faut que je mange. Des fois j'oubliais carrément de manger, tu vois. Bon, après ça m'arrive toujours ça, mais je suis à fond dans un truc, je regarde genre putain merde, j'ai loupé un repas, tu vois. Mais là du coup ça m'arrivait, ça me stressait d'arriver au prochain repas. Donc ça c'était quand j'étais avec Yann. À la fin, du coup on a fait un mini cut. J'ai perdu je crois 8 kilos, 7-8 kilos. C'est agressif en plus. Hein. Ouais, et on a fini parce que j'avais tellement plus faim en fait. J'aurais pu, mais je rigolais pas quand je disais que j'avais du mal à manger 2000 calories. Hein. J'avais plus aucune envie et rien me faisait envie quoi. J'ai mangé de la glace, je mangeais de la glace tous les soirs. La glace ça me dégoûtait. Ouais. Des trucs, la limite, le seul truc que j'aimais c'était des bonbons quoi, parce que j'aime trop les bonbons. Mais, ouais, ça, tu mais globalement, j'avais vraiment quand même un gros dégoût de la nourriture de manière générale. Et du coup, bah, j'ai perdu du poids. Après, je suis arrivé dans une période où c'était un peu plus compliqué aussi pour moi. J'étais moins dans le process de traquer tout ce que je faisais. Donc j'étais un peu plus ad libitum. Je faisais gaffe à mes protéines, je m'entraînais dur, je m'entraînais avec un bon volume. Mais au niveau de la diète, j'étais quand même moins dans le process quoi. Et à cette période-là, bah, intuitivement, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc je suis descendu à 72 kilos. Donc au tout, quand même, j'ai fait 86-72, j'ai perdu 14 kilos en tout. Ouais. Et sans forcer quoi. Sans traquer, hein. Je traquais rien du tout. J'étais en mode ad libitum. Juste je mangeais à ma faim. Avec des produits relativement bruts parce que bah, c'est la base de mon alimentation, moi, de base finalement. Et du coup, bah ouais, je me suis retrouvé à l'inverse, opposé du coup à cette période-là. Quand je suis arrivé à 72 kilos, à avoir extrêmement faim. Et tomber dans le truc de je finis mes repas, j'ai toujours faim quoi. Ouais, et j'étais obligé de manger beaucoup de volume pour me remplir. Après, est-ce que c'est pas en corrélation avec le fait que tu te sentes mieux aussi dans ta vie perso? Si, je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un peu de ça qui a joué. Je me sentais mieux aussi à ce moment-là. Il y a eu un moment où je me sentais mieux, mais même après, quand je me suis senti peut-être moins bien, où j'ai eu des périodes de moins bien, j'ai toujours eu ce truc de j'ai encore faim, et du coup j'ai eu ce truc de pas me consoler avec l'alimentation. Ça m'est jamais trop arrivé. Moi je suis pas trop trigger par la bouffe, voire même pas du tout. Un truc qui m'intéresse pas des masses en vrai. Je suis pas très sensible à ça, mais je me suis retrouvé quand même à vouloir taper des trucs qu'avant j'aurais pas du tout voulu taper, tu vois. Mais tu vois, pour la relation avec l'alimentation, y a Christian qui nous dit de faire une pause en 5 minutes. C'est intéressant aussi. C'est pas une pause maintenant? Non, 5 minutes, il me dit 5 minutes. Okay. En gros, c'est intéressant. Par exemple, aussi, on a eu Café Fitness, Anton Schmidt qui est venu dans notre podcast. On a eu Nathan Joncheret avec Théo Joncheret qui sont venus dans notre podcast, qui ont fait la même compétition, les mêmes dates et qui ont vécu la chose différemment totalement différemment, ouais. Post-training, post-compétition. Le post-compét, ouais. Et Anton, il n'était pas du tout sensible à ça. Je crois qu'on en a parlé. Anton, c'est vraiment un cas particulier, tu vois. Il a repris sa diète genre le lendemain. Ouais, mais par exemple, vous connaissez peut-être ceux qui nous écoutent, Clovis, qui est un ami à moi qui est coach, The French King sur Instagram, qui a fait une compétition en 2022, je crois, qui a vécu les choses à peu près de la même façon. Hein. Donc au final, c'est vraiment propre à chacun au niveau de la sensibilité, tu vois. Ouais, Nathan, c'était plus compliqué le post-compét. Hein. Ouais, tu vois, tu m'avais dit. Et pourtant, il restait quand même très très sec, Nathan. Hein. Ouais, bah après, il a très bien géré, je pense. Mentalement, il m'a dit que c'était compliqué, quoi. Je pense que Nathan, il a dû bien se manager les cales, tu vois, sur toute sa journée. Il a dû traquer à fond. Tu vois. Il traquait tout, ouais. Bah, moi, j'ai été en Angleterre avec lui juste pour son post-compét. Et bah, du coup, il réussit assez à bien gérer. Mais c'était dur mentalement, quoi. Je pense qu'il y a des fois, il avait envie. On allait au resto, il avait envie de taper 3 desserts, tu vois. Ouais. Et il finissait 2 desserts, il était en mode j'ai encore faim, quoi. Ça, c'est ouf. Tiens, moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. Voilà, t'as pas été assez sec. Ouais, mais je pense que c'est ça. Parce que tu vois, même moi, là j'ai faim. Mais j'ai pas envie de manger. Moi, j'ai faim là, par contre. Est-ce qu'on a pas. T'as mangé ce matin? J'aurais pas mangé ce matin, j'étais insupportable, gros. Ah ouais? J'ai pas mangé ce matin. Parce que maintenant, je jeûne aussi, hein, tous les matins. Ouais. C'est pas jeûne pour. Hier à 17h, il me dit putain, c'est l'heure de manger. Le mec a la flemme de manger. Il est 17h, il a toujours rien mangé. Non, abuse pas. Non, j'abuse, mais c'est limite ça. Genre 13-14h. Ouais, en vrai. 13-14h. Ouais, bah de toute façon, le mec, ça va être 13h. Hein. Perfect. On est reparti du coup pour le podcast. Une petite question qu'on a, je crois, jamais abordé dans le podcast, et pourtant c'est un sujet très très important à mon sens. Et je crois que j'ai jamais trop entendu des gens l'aborder comme là on va l'aborder. Ouais. Comment définir le niveau d'un pratiquant en musculation? Ce qu'on peut entendre généralement quand on parle de niveau de pratiquant, ce qui va être le premier constat qu'on va
qu'on va avoir en tête, c'est la masse musculaire. En gros, est-ce que le mec il est musclé, il n'est pas musclé, ou la fille. Et ça va être le premier point qu'on va se dire, ok, lui il est avancé, il est intermédiaire, il est débutant. À mon sens, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Toute simple. On commence pas tous avec la même masse musculaire. Donc il y a un mec qui vient de commencer la muscu il y a une semaine, tu vas dire qu'il a avancé, parce que le gars en fait il commence avec 80 kg pour un 1m75, tu vois, et qu'il est pas non plus trop dégueu en termes de madras. Donc à partir de là tu peux pas dire, et puis il y a des gens qui vont commencer la muscu, qui vont avoir un an de muscu, parce qu'ils auront commencé ultra skinny, ils vont être à juste PDC moins 10, tu vois, mais ils auront quand même, avant ils étaient PDC moins 20, tu vois. Donc et ils ont gagné 10 kg de masse musculaire. Et la plupart des gens vont se dire que le gars qui est à 85 kg, enfin ce que j'ai dit juste avant, je sais plus, il va être du coup plus avancé que le mec qui est à 60 kg ou 70 kg. Tu vois. Ce qui est complètement faux et ce qui est complètement ridicule. Pourquoi c'est ridicule ? Parce que le seul point, on va dire, on pourrait se dire, ouais, il a avancé, c'est juste visuellement. Mais en réalité, au niveau de la planification, parce qu'en fait, il faut se dire que quand on définit le niveau d'un individu, c'est pour une raison précise. C'est en termes de planification. Et notamment en termes de volume qu'on peut encaisser. D'accord ? Et si la personne, elle est débutante, enfin, si la personne elle a commencé la musique, capacité à s'entraîner proche de l'échec, etc. Il y a plein d'autres trucs, mais ça, je vais vous les revenir après. Mais juste, en fait, ça va définir en fait, le niveau du pratiquant, le réel niveau. Ça va définir le volume total qu'il peut avoir sur un programme et les exercices également qu'on va choisir pour ce programme-là. Et comment tu vas programmer, etc. C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir juste la masse musculaire, on peut pas, en fait, en ayant une conclusion, on peut pas dire, ok, vu que le mec est plus musclé, il va en d'ailleurs avoir plus de volume ou pas, tu vois. Par contre, si on connaît ses années de pratique, si on connaît également sa capacité à aller proche de l'échec, si on connaît sa capacité à bien faire les mouvements, avec une bonne amplitude, un bon tempo, bien les faire de façon générale, tout ça. Bonne standardisation. Si on connaît sa capacité également à apprendre de nouveaux mouvements. Je pense que tous ces points définissent le niveau de pratiquant en musculation. Au-delà, et je pense que vraiment c'est en tout dernier, la masse musculaire, le look du pratiquant, c'est le tout dernier. Parce que c'est pas le look qui va nous définir, ce que là, concrètement, ce que tu me dis juste, le mec il est musclé, il est pas musclé, je sais pas quoi en faire. Hein. Non. Enfin, je veux dire, à part juste de dire, potentiellement, on a peut-être des points faibles, tu vois, mais c'est tout. Si je veux juste créer une programmation en lien avec le niveau en lien avec quelqu'un, tu vois, sans que la personne veuille se dire, vas-y, je veux développer tel ou tel groupe, ce qu'il me faut savoir, c'est est-ce que le mec sait vraiment s'entraîner dur ? Est-ce que le mec sait bien faire les mouvements ? Et du coup, si c'est bien apprendre également de nouveaux mouvements, parce que si tu maîtrises bien les mouvements, tu sais potentiellement en apprendre de nouveaux. C'est très important. Parce que du coup, tu as un bon schéma moteur sur les différents groupes musculaires. Donc, tu as typiquement des exos que c'est un peu compliqué, genre pull around, des choses comme ça, tirage around. Je pense des clients qui auront des difficultés, que tu sais qui ont des difficultés à bien exécuter les mouvements, tu as mis du temps à leur apprendre, tu vas éviter de changer trop vite les mouvements, tu vois. Ça, je pense que c'est important de le noter. Et c'est un peu un skill en fait d'apprendre. Moi je sais que très vite je peux réapprendre un mouvement. Moi aussi. Parce que aussi je pense que j'ai beaucoup de connaissances en biomécanique, etc. Forcément ça m'aide. Mais il y a des clients où vraiment ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois à maîtriser un mouvement. Donc il faut bien se dire que ça peut être sous-optimal de changer trop souvent dans ce genre de contexte. 100%. Donc voilà, pour moi le niveau du pratiquant est souvent, enfin pour moi la plupart des gens tirent à côté quand on parle de niveau de pratiquant. Pour moi on tire complètement à côté. Il y a des gens qui sont, à mon sens, en vrai, franchement, là, je vais taper un petit peu sur des trucs sensibles, mais il y a des bodybuilders qui sont pas avancés en termes d'entraînement, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils soulèvent ultra lourd, c'est pas parce qu'ils sont ultra musclés. Alors ça, ils ont une très bonne réponse, mais la création de programmes autour de leur niveau d'entraînement, autour de leur capacité à bien faire les mouvements et à aller au proche de l'échec, etc. Je pense qu'il y a des gens... Enfin, je pense que des gens qui programment des bodybuilders et qui les programment vraiment bien vont sûrement des fois programmer des bodybuilders avec le même volume que des fois des débutants. Et il y a des gens qui vont être un peu moins musclés que des bodybuilders, qui vont avoir des volumes peut-être moins importants parce que justement ils s'entraînent très bien ou parce que voilà, on sait qu'ils vont être proches de l'échec, donc potentiellement plus de reps effectifs, tout ça. Et voilà, donc c'est aussi pas s'arrêter simplement qu'au physique. Et c'est souvent je pense que c'est hyper important de bien définir le niveau du pratiquant, parce que comme tu dis, ça découlera de plein d'autres choses en fait. C'est la base de ok, quel est le niveau du pratiquant et du coup qu'est-ce qui en découle sur ma façon de programmer. Et exactement. Si du coup tu juges que sur la masse musculaire, tu juges sur un critère qui est en grande partie génétique finalement. Disons que faut voir par rapport au point de départ, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup si tu regardes que le point de départ, tu dis ok, là il est musclé donc je le programme comme un mec. En vrai, ça n'a pas de sens, tu vois. Là, ça pourrait même être intéressant. C'est un truc que je fais pas, mais là, tu vois, d'en parler, ça pourrait être intéressant de quand on a un nouveau client, de lui demander envoie une photo de où est-ce que tu as commencé. Ouais,
Je pense que c'est intéressant. Avant tu commences la musculation. C'est vrai que j'y pense pas, mais pour le coup, c'est un truc que je pourrais peut-être intégrer, tu vois, pour juste me dire, ok, il a fait quoi comme évolution, tu vois, jusque-là. Et potentiellement, on pourrait même se dire, imaginons, là, tu vois, ses quads sont pas fous, mais ça se trouve, en voyant d'où est-ce qu'il partait, tu pourrais te dire, ah oui, quand même, ça a bien bougé. Donc potentiellement, ce qu'il faisait déjà était bien dans son programme était potentiellement ce qui pourrait lui convenir. Et inversement. Parce que moi, j'ai le cas aussi de quelqu'un où c'est justement ça, qui a du mal à développer ses quads. Et en vrai, tu as l'impression que les quads sont bien. Non, bah en fait, je vois ce qu'elle faisait avant et je comprends pourquoi. Oui, ok. Et quand j'ai vu ses exécutions, quand j'ai vu comment elle s'entraînait, je comprends pourquoi elle a du mal à développer ses quads. Parce qu'une autre situation, quelqu'un qui du coup a des bons quads, mais en fait avait les mêmes avant de commencer la musculation, tu vois. Ouais, oui, quasiment les mêmes, tu vois. Ouais, je vois. Exactement. Et que par rapport au reste, le reste a bien bougé, t'as l'impression qu'il a encore des bons quads, mais en fait les quads n'ont quasiment pas bougé. Ouais, et donc finalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose souvent dans l'entraînement qui va pas. Ouais. Et souvent pour les quads, je pense que c'est l'amplitude. Ouais, souvent. Ouais. L'amplitude des gens qui descendent. Et le bras de levier, enfin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des gens qui ont des gros points forts fessiers et qui ont tendance en fait simplement à. Quand ils font des mouvements quads, ils font des mouvements fessiers en fait. Ouais. Ça, c'est très. Chez les femmes d'ailleurs, c'est très très commun, je pense. Ouais, clairement. Donc on a quand même répondu à cette question sur comment définir le niveau d'un individu. Ouais. Bon, on commence à être un peu fatigué parce que là faut savoir, alors pour ceux qui... Enfin, on l'a dit avant en début d'épisode, vous le savez, mais là ça fait au moins 3 heures là qu'on est... 3 heures qu'on tourne, je pense. Ouais, parce qu'après on a fait un shooting avant, bon ça commence à tirer, hein. On a fait pas aussi long habituellement. On est fatigué là. Ah, puis c'est qu'en plus on est dans un environnement un petit peu différent. On a pas l'habitude, on a de la lumière aussi, là on a 3 gros spots sur la face. De ouf. Donc ça t'éclaire bien les yeux. Ouais, donc Puis c'est pareil, hein, on est dans un environnement un petit peu différent, un petit peu de stress. Moi je suis à l'aise, toi aussi. Mais... Ouais, mais surtout au début, je pense. Il y avait le petit stress, genre quand j'étais dans la voiture, c'était l'inconnu, j'étais en mode. Ouais. Ça allait, c'est pas non plus. Mais l'équipe est super cool, donc c'est vraiment cool. C'est très très cool. Hein. Ouais. Si vous voulez tourner un podcast un jour, bon. Si vous voulez tourner un podcast, n'hésitez pas. Venez à Impact Hub Bucarest, c'est ça ? Impact, juste là. Donc ça peut être une bonne... Et ils sont super cool, donc... Ouais. Autre question, on avait dit qu'on n'avait pas de quoi, Romain ? Alors attends, on l'a dit. Quel objectif préférons-nous coacher ? Je commence ou tu commences ? Commence. Ok. Et bah moi en fait j'ai pas vraiment un objectif en particulier. Bon, j'aime quand même les compétitions. Enfin là moi j'ai mon premier compétiteur qui concourt cette année, Emeric. Donc je sens qu'il y a quand même un truc qui me stimule beaucoup dans ce process là. Le fait même de vivre le truc. Là on va aller sûrement en Belgique faire la compète, faire les check-in en face-to-face. Enfin tu vois, qu'il y ait vraiment ce truc de vivre. Et en fait c'est aussi ça que j'aime bien en fait dans ce process là, c'est le fait de vivre des expériences. C'est aussi pour ça que tu vois que comme je disais avant que je veux faire aussi que ce soit toi qui me suive pour qu'on vive cette expérience ensemble. Et donc ça c'est très cool. Mais après j'aime beaucoup coacher des gens aussi. Je prends beaucoup de plaisir à coacher des gens pour de la perte de poids et qui sont où il y a plus de travail sur des habitudes alimentaires, sur un peu plus d'humain, où il y a des appels réguliers. Moi j'aime bien être quand même, je pense que je m'ennuie vite si je fais que la même chose. Donc je suis assez touche à tout, même si en fait dans le milieu du coaching on est un peu en mode faut se nicher de ouf. Mais se nicher ne veut pas dire que tu n'as pas tous les objectifs. Mais je suis quand même niché sur moi, ce que je partage c'est beaucoup de biomécanique, du bodybuilding, donc je suis quand même niché sur les gens qui veulent prendre de la masse musculaire, qui sont quand même très sérieux de manière générale, même si j'aime aussi beaucoup coacher des gens pour du lifestyle, perte de poids, etc. Et à terme je pense que aussi je sais ce qui me drive beaucoup, c'est quand les gens ont des douleurs, il y a un truc qui s'allume dans mon cerveau, tu vois. Tu vois, toi, il y a un truc qui s'allume quand on parle de compétition. Ouais, c'est ça. Moi, quand on parle de douleur, de réussir à modifier un peu l'entraînement et du coup, pour adapter, pour trouver que la personne est pas mal, il y a un truc qui. Tu vois, là, j'ai été à la salle la dernière fois, t'as un mec qui commençait à me parler de ses douleurs de genoux, j'ai parlé pendant 30 minutes avec lui, tu vois. J'étais en mode, ouais. Surtout que, moi, j'ai eu mal au genou pendant 2 ans. Et ouais, il y a vraiment. T'as cette appétence pour ça. Ouais, ça me nourrit, tu vois. Genre, donc, ouais, ça, c'est. Je pense qu'à terme, c'est un truc sur lequel je dériverai. Sur le fait d'aider les sportifs douloureux en tout cas. Bah moi du coup plus on va dire les compétiteurs, même si même chose que Romain, j'apprécie beaucoup travailler avec tout type de profil, et j'ai tout type de profil à l'heure actuelle, des profils complètement différents. J'ai des personnes qui sont dans un objectif de perte de poids, qui sont pères de famille, mères de famille, j'ai des personnes qui veulent faire de la compétition, j'ai des personnes qui veulent juste prendre de la masse musculaire, d'autres qui veulent juste sécher un peu. Et en vrai moi ce que j'apprécie c'est vraiment coacher toutes ces personnes là et qu'elles se sentent bien. Je sais que moi c'est ultra gratifiant quand quelqu'un se sent bien, quand quelqu'un met en avant que même sa relation avec l'alimentation va mieux. Donc je suis ultra content de bosser avec des profils complètement différents et ça me drive à chaque fois. Et en vrai d'un point de vue purement factuel, je m'investis autant sur tous les objectifs, peu importe que
ce soit un compétiteur ou un non-compétiteur. C'est impossible que je m'investisse pas autant, tout simplement parce que moi je réfléchis pas dans mon coaching. Par exemple, je vais pas répondre à mes compétiteurs avant le reste, tu vois. C'est juste pour eux qui m'envoient un message, je réponds, tu vois. Pareil pour les bilans, pareil pour tout, quoi. Donc il y a pas d'investissement supérieur venant d'un objectif ou quoi. Ça, j'ai mis un point d'honneur. Mais effectivement, comme tu l'as dit, et ça c'est vrai, hein, on est tous humains, on a tous nos préférences. Moi, coacher des compétiteurs, c'est vraiment ce qui me drive de fou, personnellement. C'est ce qui va me faire, comme tu disais, allumer un truc, tu vois. C'est ce qui me fait, tu vois, c'est ce que j'aime parler, c'est vraiment le sujet que j'aime aborder. La prise de muscle de façon générale, mais la prise de muscle en lien avec quelque chose d'encore plus grand, à mon sens, c'est-à-dire la compétition, le final, tu vois, et que c'est pas simplement une prise de muscle pour prendre du muscle, même chose, j'adore accompagner des gens qui veulent prendre de la masse musculaire que pour prendre de la masse musculaire, tu vois. Même chose pour ceux qui veulent perdre du poids que pour perdre du poids. J'adore ça parce que le résultat, ça va leur plaire et ils sont contents et moi je suis content du coup, tu vois. Mais effectivement, quand il y a un objectif de compétition, moi ça m'arrive, tu vois. Ouais. Et moi je suis quelqu'un là, actuellement, je suis dans une matrix, tu vois. Ouais. Je suis ultra drivé par tout ça, je suis ultra drivé par ce qui va se passer là en 2025, je suis ultra drivé par tout ce qui arrive, même sur nos projets professionnels, toi et moi. Et tu vois, je pense à ça pas tout le temps, mais souvent, quoi. Très souvent. Tu vois, dès que j'ai des moments libres, je pense à 2025, des fois je note des trucs et tout, parce que je me rappelle machin. Tu vois, je suis vraiment très très obsédé par ça. Hein. Ouais. T'as l'anecdote ou pas tu veux raconter l'anecdote de ton rêve de la dernière fois? Mais je l'ai raconté en podcast. Tu l'as déjà raconté? Mais oui. Bah oui, le rêve que j'ai fait où j'ai rêvé de compétition, mais si, je l'avais raconté T'avais oublié d'envoyer les... Ouais, je l'ai raconté en 2-3 épisodes. Il y a au moins 2-3 épisodes. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils s'en rappellent. Ouais, j'ai oublié. Mais oui. Et du coup, on en parlait hier aussi. C'est un peu comme on en parlait au tout début du podcast, j'avais lu un livre qui s'appelait Be Obsessed or Be Average. Ouais, et du coup, on parlait de ça. C'était un peu... du coup, c'est un peu soit obsédé ou soit moyen. Ouais. Je pense qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de trucs qu'on a besoin d'être obsédé pour être... c'est comme la phrase que je dis tout à l'heure, enfin, il y a une semaine, tu vois, je sais plus ce que je me rappelais jamais. Si t'as jamais été prêt à en faire trop, voilà, t'en feras jamais assez. Exactement. Donc, en fait, c'est même, moi, je dirais même, si t'en as jamais trop fait, t'en feras jamais assez. J'irais quand même avec encore plus catégorique, c'est que si t'en as jamais trop fait, au-delà d'être prêt d'en faire trop, c'est que je pense que faut que t'en fasses trop, tu vois, pendant un moment. À un moment, ouais. Et j'en parlais avec Clovis, justement, qui est coach, qui est un ami, qui me citait quelqu'un d'autre, je sais plus qui, mais qui disait justement que, par exemple, le travail le travail de façon générale, d'autant plus qu'en entrepreneur, c'est un peu... la charge de travail que tu t'infliges, faut aller, on va dire, le plus loin possible dans ta capacité de récupération, dans ta capacité à tu vois, bosser des heures. Et au moment où du coup tu n'arrives plus à récupérer, où tu sens clairement que là tu es au max et qu'en fait là si tu fais trop, ou si tu restes dans ce spot là, t'es finito, tu n'arriveras pas à être productif même le lendemain, tu vas être fatigué, machin. C'est, je pense, un spot je pense que c'est quelque chose qu'il faut atteindre quand tu veux vraiment exceller, hein. C'est pareil, si tu veux faire ça, et c'est ok aussi, et c'est ok. C'est d'ailleurs ok de pas vouloir on dit pas qu'on est meilleur de vouloir faire ça, loin de là, tu vois. Il y a des gens qui sont très très bien, ils sont très heureux. Bon, c'est juste d'être au clair avec ça, tu vois, de dire ok, moi ça me va très bien de faire ça, mais quand tu veux être excellent dans un domaine, faut pas rêver, tu seras pas excellent en te tournant les pouces. Voilà, c'est ça. Je pense que si tu veux être excellent dans un domaine, faut que tu sois un peu trop durant un temps. Et après tu te régules, tu vois. Il y a une phrase que d'habitude c'est toujours la même personne, Théo, qui disait dis qui est Théo. C'est Théo Lyon, du coup, c'est le fondateur de Kudak. C'est un mec que j'aime beaucoup son contenu, ça fait très longtemps que je le suis. Il fait un podcast aussi. Il fait un podcast qui s'appelle Road to Scale maintenant, avant c'était Road to 10 Million. Est-ce qu'on l'aurait pas un jour dans nos invités? Mec, ce serait incroyable. Je te jure, je kifferais trop. Je suis sûr, en plus, notre joke serait pas impossible. Ouais. Ça serait incroyable. Pas qu'on se mette des barrières. Non. Mais du coup, il disait... Putain, du coup, j'ai perdu la phrase qu'il disait. On parlait de faire trop, de pas assez... Attends, faut que ça me revienne. Mince. Mais il disait un truc... Attends. Je l'ai plus en tête. Je vais la retrouver, ça va me revenir. Okay. Mais il disait un truc où c'était un peu dans ce genre-là de... Faut être obsédé. Ouais, si tu veux être bon, faut être... Ouais, si tu veux être bon, faut être obsédé. C'est un peu ça, mais il le dit d'une manière différente, qui est assez intéressante. Mais je vais retrouver le truc. Mais je l'ai plus là, ça va. De toute façon, mec, je pense que si on vit ici et qu'on fait nos podcasts ici, ça aura un bien meilleur comment dire, attrait pour venir. Venir. Bah parce que là, c'est bien plus stylé, tu vois. Donc, je pense que les gens, même des gens qui font des podcasts ou... D'ailleurs, il a 2 podcasts d'ailleurs. Ah ouais, lui aussi. Qui ont des audiences qui sont du coup plus importantes, bien plus importantes que les nôtres.
le fait de venir dans un truc comme ça pro, bah, ça leur donne des images. C'est con, mais ça leur donne des images pour Insta, ça leur donne des images pour. Tu vois, donc même si. Enfin voilà, ils ont. Faut se dire, de toute façon, on est dans un milieu, enfin, même de façon générale, la vie c'est comme ça, tout le monde. Oui, faut pas croire que les gens on fait tout ce qu'on fait pour une raison. Hein. Voilà. Tout le monde. Hein. Tout le monde. Il y a un truc derrière. Il y a toujours un intérêt. Donc. Si la personne vient, c'est qu'elle a un intérêt. Il y a voilà, même s'il est un petit peu poussé, même s'il n'est pas palpable directement, il y a un intérêt. Du coup, il faut avoir de quoi proposer des choses. Quoi. Ouais, généralement. Ouais. C'est ce qui est normal. On a abordé du coup le sujet sur les objectifs à coacher. Comment choisir son coach ? Comment choisir son coach ? Comment t'as choisi le tien, Romain ? Je sais pas, j'ai pris au pif. Hein. T'as pris au pif ? J'ai fait. Putain, quelle erreur ! Trop, une boule. Hein, pas de bol. Ouais, pas de bol, je suis sur lui, quoi. Putain. Je trouvais sur le mec qui avait le moins de pec. Ouais. J'ai conne. Non, bah, du coup. Pas. Je te tacle, je t'ai pas encore taclé sur 3 heures là, c'était trop bizarre. C'est pas vanné. Je te mettrai que cette série de pecs, t'inquiète. Ouais, ok. Je t'avais dit 8 ans. Non, t'en as 7. Bref. Bon, du coup, moi j'ai choisi GR pour toutes les raisons que j'ai énoncées plutôt. Sauce-moi là. C'était en fait, c'est avant de te saucer, tu vois. Ouais. Je coupe l'air sur le pied. Je disais que c'était le fait aussi de pouvoir vivre le truc avec toi. Parce que je pense que si t'es très compétent dans ce que tu fais, que t'es obsédé par ce que tu fais, donc forcément je pense que tu seras bon, que t'es vraiment investi pour tes athlètes. Et il y a aussi, comme je te dis, ce côté de pouvoir documenter, vivre une expérience ensemble. Je pense que ça peut être bien cool, donc c'est un peu tout ça qui m'a fait choisir ça. Et moi, de mon idée de comment on choisit un coach, je pense que l'important c'est déjà d'avoir quelqu'un avec qui il y a quand même une certaine entente. Je pense que c'est important. Une sorte d'alchimie. Ouais, il faut qu'il y ait. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coach, que vous ne vous sentez pas trop bien, qu'il n'y a pas ce truc, ça peut être compliqué de communiquer parce que ça passe. Moi, c'est vrai que je répète tout le temps, c'est. Tu vois très bien les coachings que ça va bien se passer, tu le sais vite, tu vois. Quand la personne commence à communiquer, te dit les choses, et quand c'est l'inverse, tu vois. Ouais, 100%. Et ça passe par quand même avoir une bonne entente, se sentir bien, se sentir en confiance. Ça, je pense que c'est vraiment une part importante. Et puis, le deuxième point, c'est prenez des gens qui se forment continuellement, qui essayent de s'améliorer, qui se reposent pas, je pense, sur leur laurier, et ne jugez pas que, même si les résultats c'est important, ça, on en partage beaucoup aussi, tous les deux. On n'est pas dans. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop dans le truc de faire des avant-après. Nous, on est quand même là-dedans parce que je trouve que il y a quand même un minimum de prouver notre travail, tu vois. Donc c'est important, mais ne jugez pas que par ça parce que vous n'avez jamais tout le contexte. Je prends l'exemple de Jérôme, j'ai fait un avant-après de Jérôme il y a très peu de temps, 8 semaines, 8 kilos. Le mec, il a perdu du dos, on dirait qu'il est conditionné pour aller sur scène. Ouais. Et c'est ce que j'ai noté dans la description, c'est tout le monde ne peut pas faire ce que Jérôme a fait. Jérôme, il a un contexte, il avait plus faim du tout. On a fait du bon travail, tu vois, mais c'est pas parce que Jérôme a perdu 8 kilos que tu perdras 8 kilos, que tu auras le physique de Jérôme. Gardez bien ça en tête, que ce que vous voyez sur les réseaux, les avant-après, souvent c'est. Nous encore, je pense qu'on est très honnête là-dessus, mais t'en as beaucoup, c'est avant-après, il y a du pump, meilleure lumière, ce genre de truc. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que vous voyez pas le nombre d'athlètes que. Des fois, tu vois des transformations de fous chez des gens qui sont très connus. Vous voyez pas le nombre d'athlètes qu'ils ont où c'est explosé. Il n'y a pas de transfo. Parce qu'en fait, c'est facile d'avoir, d'avoir 150 clients et de sortir 10 transfos. Avoir 40 clients et avoir 80% de gens qui. Ça fonctionne, c'est ça en fait. Je pourrais dire le talent, mais un petit peu, tu vois. Et comme tu revenais sur le truc. Au-delà du talent, c'est ça qui fait, à mon sens, de toi un bon coach. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on en parlait en off et on en parlait un peu tout à l'heure, tu vois, on coach différents profils et arriver à avoir des résultats à différents profils. C'est un peu ce qu'on prône aussi sur le fait de ne pas être des coachs à méthode. Parce que du coup, la méthode ne s'applique pas. Enfin, on s'adapte au client. Nos méthodes s'adaptent au client et pas l'inverse. Exactement. Quand tu voulais enchaîner là-dessus. Non, mais je te rejoins là-dessus. Moi, j'utilise des méthodes complètement différentes en fonction des personnes. Ça, c'est clair. Et même, il faut juste se dire que même si vous avez des objectifs de bodybuilding, dites-vous que si vous voyez un coach, pour notre cas, après, là, bien sûr, on est un peu biaisé, on parle de nous-mêmes, mais le fait de voir que votre coach arrive à avoir des résultats avec des clients qui sont, qui n'ont pas votre discipline sur le bodybuilding, qui n'ont pas tout ce contexte de vouloir faire des compètes ou vouloir simplement être un peu lifestyle bodybuilding, mais ça doit normalement avoir comme effet sur vous de vous dire ok, ça va quand même fonctionner avec moi. Mais alors, en fait on pourrait se dire de toute façon vous faites du bodybuilding, ça va fonctionner, tu vois, mais ça va d'autant plus fonctionner que votre coach, s'il est capable de faire ça, ça veut dire qu'il est capable également de communiquer avec vous, parce que même si vous faites du bodybuilding,
vous êtes quand même humain, d'accord ? Il y aura des moments moins bien peut-être. Il y aura des moments moins bien, et si votre coach c'est simplement un coach qui s'applique simplement à faire que du bodybuilding, que ça, et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, et que c'est juste tu de point barre, bah dès qu'il va être confronté à un moment de votre vie où vous n'êtes pas à 100%, ce qui a pu être le cas pour nous, ou ce qui a pu être le cas pour plein d'autres clients que j'ai pu avoir, il va se taper un mur et vous allez partir parce qu'en fait ça va bien se passer, et lui il va juste dire que vous n'étiez pas discipliné, tu vois, alors que c'est pas le cas, tu vois. Et alors des fois ça peut être le cas, faut pas non plus jeter la pierre à tous les, enfin tu vois, mais il y a des fois où effectivement il y a des clients qui sont pas coachables. J'ai déjà vu des clients où tu peux rien faire, ils ont finalement pas envie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que avoir des résultats avec 80%, parce que aucun coach n'a 100% de résultats, aucun. Parce qu'en fait le travail dépend pas que de nous, c'est un travail d'équipe. Et parfois l'équipe le deuxième en fait j'ai déjà eu des clients qui m'envoient plus de messages, qui répondent plus de messages. Tu te fais ghoster. Ouais, je me fais ghoster. Et ça arrive hein, ça, et c'est coachs, et des fois je prends du recul, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ouais moi aussi, parce que souvent ça te fait remettre en question ce genre de truc. Ouais, un petit peu, mais en vrai en fait t'as rien mal fait, c'est juste qu'il y a des gens mec enfin je suis désolé mais tu peux rien faire. Oui. Et je pense que ça se ressent aussi même dans la vie de tous les jours, tu sais, on croise tous des gens où en fait ils veulent faire des trucs et puis en fait ils font rien. Puis après ils sont dans une période, t'as certaines personnes qui sont juste dans une période de leur vie où ça va pas, ils essaient de prendre un truc, ils se mettent pas dedans. Ouais. Puis il y a des gens, ça va être un cycle comme ça toute leur vie. Hein. Oui, je pense. C'est pas un reproche, comme les TCA, tu es dans leur corps. Peut-être que tu réagirais pareil. Je pense que tu réagis de la même façon, parce que je pense que c'est aussi, c'est pas en mode. Après peut-être pas, parce que là ça serait vraiment leur dire ah putain c'est pas de leur faute. C'est pas ça que je dis. T'as toujours une part de responsabilité. T'as une part de responsabilité, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, y a des gens qui naissent avec, je pense, des prédispositions pour mettre en place des choses, pour avoir peut-être moins de blocage psychologique. Il y a aussi tout le côté environnemental. Il y a des gens qui ont vécu dans des familles qui sont compliquées, des gens qui ont vécu, tu vois, il y a plein de choses qui, en fait, c'est multifactoriel, tu vois. Clairement. Et non, je dis pas que c'est une excuse, parce que du coup, dire que c'est une excuse, ça fait que la personne va rester dans son confort. Oui, c'est ça. Elle serait victime de ça et elle a aucun pouvoir là-dessus. Exactement. C'est faux. Ce qui est faux. T'as raison, 100%. Mais faut aussi juste être empathique sur le contexte où il y a des personnes qui déjà des fois peuvent vivre des dépressions. Il y a des gens où t'as l'impression que c'est des glandus, mais en fait ils sont juste déprimés, juste en dépression. Et du coup ils agissent pas sur leur vie, ils agissent pas sur ce qu'ils ont envie de mettre en place parce qu'ils sont en dépression, et du coup tu t'en rends pas forcément compte, parce que des fois c'est pas forcément ultra visible. Donc faut aussi tenir compte de ça, et que tu serais dans son contexte et dans son corps, tu dirais de la même façon, tu serais apathique. Ça serait très dur en tout cas. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir cette empathie. On en parlait, je crois aussi, c'est si vous êtes coach, vous avez plutôt intérêt à être très empathique, quoi. Parce que c'est un métier qui est quand même extrêmement humain. Pareil, c'est pas genre je pense au début on se dit on fait des plans, on fait des trucs et hop la personne suit. C'est quand même extrêmement humain, et ça passe beaucoup par de la communication et de l'humain, quoi. Par comprendre aussi la personne, ce qu'elle veut vraiment, comprendre ses besoins. D'ailleurs c'est un truc qu'on parlera dans notre formation. Bien sûr. Comprendre les besoins réels du client. Et ça je pense que c'est important, parce que encore une fois, si vous tirez à côté, vous n'êtes pas dans les besoins réels de votre client, vous n'allez pas l'amener forcément là où il a envie d'être. Et parfois les besoins ils sont pas dit de manière très claire. Par contre vous devez potentiellement à peu près les comprendre. Lire entre les lignes. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, on peut dire quelqu'un qui... On peut prendre l'exemple de Myriam qui était avec nous dans l'avion. Si vous suivez, j'espère. J'espère que vous suivez le premier épisode, on en parle. Myriam qui, je pense, n'écoute même pas notre podcast, dommage pour elle, on parle d'elle, qui voulait, en gros, on parlait de musculation, on lui a dit qu'on était coach, machin, et qu'est-ce qu'elle me dit que, en gros, elle veut se mettre au fitness, elle commence à dire, ouais, je vais me mettre à la musculation, machin. Il y a un pote à lui, à elle, qui va lui faire un programme, et du coup, je n'ai même pas pu vendre mon coaching, j'étais un peu dégoûté, c'est pas grave. Et du coup, elle disait, ouais, je veux... Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que je veux être un peu plus. Elle dit je veux pas prendre de masse musculaire. Je veux juste être plus tonique, en gros, elle disait. Elle avait pas le mot, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Elle disait les muscles comme ça plus tirés, tu vois. Ouais, les muscles plus tirés. Ouais. Mais en gros, ce qu'elle voulait, global. Et tu vois, voilà. Tu lis entre les lignes, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sécher, en gros, et donc en gros avoir moins de masse grasse potentiellement au niveau des cuisses, qui était à peu près là où elle voulait, et également prendre un peu en masse musculaire, parce que comme je lui ai dit, de toute façon, si tu prends en masse musculaire, tu vas rendre mieux. Enfin, tu vas être mieux. Oui, ça, en fait, ce que tu veux, c'est avoir la peau un peu plus étirée, être plus tonique, c'est un peu le mot qu'on peut utiliser. Et ça passe par prendre de la masse musculaire. Mais en fait, les gens, quand tu leur dis prendre de la masse musculaire, ils pensent qu'ils vont devenir Arnold, tu vois. Mais oui. Qu'ils vont avoir des cuisses de zinzin. Je sais plus, elle me disait, ouais, je veux pas ça, je veux prendre des. Calme-toi. Je disais, t'inquiète, moi je vais prendre des bras et ça marche pas. Ça marche pas. Je te jure, ouais. Donc, du coup, ça passe. Bon, là c'est des trucs simples, on parle vraiment de. Il y a des fois où c'est plus compliqué. Là, c'est très simple. Là, c'est très simple. Ouais. Mais il y a des fois où c'est plus compliqué. Et c'est aussi là, notre rôle aussi, je pense, de poser des questions. De poser les bonnes questions. Et de pas avoir peur de vraiment s'intéresser à notre client. Ouais, et ce qui peut être aussi intéressant à mettre en avant, c'est que là, Myriam, imaginons, Myriam, elle a compris, prise de muscle, machin, mais il y a peut-être des gens qui vont dire non, je veux vraiment pas prendre ma masse musculaire, tu vois. Et du coup, là,
toi, Côté tu sais, éducation aussi, je pense. toi, tu sais hein, que faut qu'elle prenne de la masse musculaire Oui, oui. par rapport à ce qu'elle veut. Oui. Elle te montre un physique, elle me dit ouais je veux ça, je veux pas prendre de masse musculaire. Alors que la fille elle a des quads, tu vois. La fille elle a des quads, elle a un fessier bombé, etc. Et tu vois qu'elle est pas enfin qu'elle est plutôt sèche, tu vois. Ouais. Masse musculaire, hein, Oui, oui. pas mille options. Mais du coup elle est matrixée, elle dit non je veux pas. Ok. Tu mets un objectif, tonifier ton corps, et toi tu lui fais faire de la musculation. Ouais, De toute façon, elle veut faire de la musculation, tu vois. C'est- Donc à partir de là, tu vois, alors c'est pas de la mensonge, c'est pas du mensonge, mais quand tu vois que quelqu'un a beaucoup de biais, Surtout qu'elle a pas les tenants pour comprendre. voilà, tu peux lui dire dans un premier temps, on reste là-dessus, tu vois, et plus tard tu pourras lui expliquer. Là, Ouais. écoute, tu te sens mieux, ouais, bah t'as pris un peu moins masse musculaire, hein. Ouais. Ah bah non, Je je vais me suis tonifier, bah non, mais t'as pris. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois. Mais Bon, il y a après, aussi c'est ça différent, avec, mais- je pense, il y a. C'est plus les femmes quand même, tu sais, qui ont un peu peur souvent d'être proches d'un surplus calorique. Et du coup, moi, le nom de mon truc, bah, du coup, c'était. Je crois que c'est Louis qui en parlait, je crois, dans sa formation dans Push Mastermind. Au lieu de dire surplus calorique, on dit ou prise de masse, on dit push phase, tu vois. Ouais. Et je pense que ça rassure. Enfin, tu sais, c'est moins le truc de tu vas prendre de la masse, tu vois. Moi, il disait, parce que Louis m'avait mis ça dans mon tableur à l'époque, il m'avait mis gain, je crois. Gains. Et du coup, des fois, je mets ça. Ça peut être mieux géré. Ça dépend mentalement. des gens. Ça dépend Ouais, des gens. ça Des dépend fois, des je gens, vais il y a des mettre gens qui gain, des fois, je vais mettre surplus, parce que dans ma tête, c'est surplus, donc je mets surplus, tu vois. Mais dépendant de la psychologie de la personne, moi Ouais. j'ai eu des personnes où je pense que c'était beaucoup plus pertinent. Je leur ai pas dit, ok, on va faire un surplus calorique. Je leur ai dit, là, on va se mettre dans un environnement qui est optimal pour que tu prennes de la masse musculaire. Donc l'idée, c'est que ton poids augmente très Très progressivement, légèrement, mais exactement. qu'on prenne que de la masse musculaire, quoi. C'est généralement ce qu'il faut. Puis après, il y a aussi la capacité de se mettre en maintenance éventuellement pendant un temps. Oui, c'est clairement. aussi, C'est le genre de possible. profil où tu les mets pas en. Tu vises quand même potentiellement une fourchette de poids qui est un peu plus basse, tu vois. Et voire d'être dans une maintenance. On sait que la maintenance, c'est quand même relativement un environnement qui est assez optimal pour prendre de la masse musculaire. Ouais. Par contre, arriver à un certain niveau, je pense que bon. Oui, mais y arriver à un certain niveau, tu te rends compte quand même que si t'es pas en surplus, tu prendras pas tant que ça de masse musculaire. En En tout cas, vrai, c'est l'impression que j'en ai. ouais. Bah, a priori, c'est ce qui ressort. Arriver à un certain niveau, hein, je Ouais. parle de quelqu'un qui aura un niveau quand même avancé. Genre moi tu me mets je pense que tu me mets en maintenance. Ouais. Je suis pas sûr que je serais dans un environnement si optimal. J'en prendrais sûrement. Hein. En vrai, j'en sais rien, parce que c'est pareil. Est-ce que là, je te mets 8 mois. Tu sais, vraiment, si en fait, on peut jamais être sûr, parce que c'est pareil, il faudrait faire un. Après, du coup, le truc c'est aussi est-ce que t'es sûr d'être en maintenance? Est-ce que des fois t'es pas un peu en déficit? Alors qu'en surplus, Oui, mais c'est ça, voilà. plus sûr d'être en surplus quoi. Et au pire des cas, être en maintenance. Ouais, au pire des cas, en maintenance. Ouais, c'est S'il y ça. a des jours où tu manges. Je pense que t'as plus de risques, Ouais. moins de risques du coup d'être. 100%. Tu te mets plus dans un environnement qui est propice quoi. Et même psychologiquement, je pense aussi que ça peut avoir son intérêt. Tu sais, tu te dis, ouais, je mange beaucoup. Ouais, Je suis en surplus. ouais. Et surtout quand t'es un homme, je pense que t'as pu même une femme en vrai, mais je pense que les hommes, ça, le terme prise de masse. Enfin, tu sais, ça a un impact encore plus impactant. Ouais, la plupart des hommes, de façon générale, hein, je dis pas qu'il y a des femmes qui n'ont pas cet impact psychologique de dire putain, vas-y, je suis en prise de masse, j'envoie la sauce, tu vois. Mais chez un homme, ça va plutôt avoir cet impact. Tu vas dire, ah, je suis en prise de masse. Ouais, la là, masse, je là, vais je me la vois le mettre, poids de corps là, qui ouais. augmente. Putain, je t'entraînes comme un ouf. je deviens big, tu vois. Ouais. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte hein, aussi. Hein. Donc c'est vrai que se dire prise de masse, et même sur le tab, mais c'est con, mais tu vois, quand j'ai des clients, je sais que quand ils voient leur roadmap, enfin leur planification sur l'année, ils voient surplus ou ils voient prise de masse, enfin, tu vois, ça leur parle, tu vois, ils disent putain, ok, pendant tout ce temps je vais être en prise de masse, enfin, tu vois, Ouais. il y a vraiment cette vision. Je suis d'accord. Je pense je suis dans un environnement là, C'est ça. j'ai tout pour Là progresser. c'est faire du muscle, là, tu vois, Ouais, pour là on l'instant, fait du tu muscle. vois. Ouais. Tu vois ce que je veux Toi dire. t'avais beaucoup ça, je sais de ce que tu Ouais, moi j'avais beaucoup ça, ouais. Ouais. Quand j'étais vraiment à fond. Top 7? On parle de top 7? Euh... Back-off? Ouais. Peut-être intéressant. Ouais, vas-y. Bon, ça va être pas très long. Plutôt rapide, mais quand même intéressant. Tu veux commencer? Commence. Vas-y. Je suis fatigué. Top 7, back of 7, mieux que des séries classiques. Bah, en vrai, je pense que je vais mettre un peu de nuance quand même parce que Mais de base on pourrait dire on s'en fout. Tu peux faire le même nombre de. En fait, la fourchette de répétition en soi on s'en fout un petit peu. Hein. Le plus important c'est proximité de l'échec. Et en soi, que tu fasses entre 5 et 30 reps, ça change pas grand chose. Par contre, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est ta capacité à aller à l'échec sur cette fourchette de répétition. Et deuxième chose, ta capacité à progresser dans le temps sur ces fourchettes. Et ça, je pense que c'est important à nuancer parce que moi, très souvent, je me rends compte que si tu mets trop les mêmes fourchettes, ça peut être compliqué de progresser. Surtout sur des exos difficiles. Moi, je pense au tirage vertical pour le haut du dos. Souvent, ça peut être dur de progresser, arriver à un certain moment. Moi, j'aime bien mettre du 5, 8, 8, 11, 11, 14. Ça te fait 3 fourchettes, une courte, une moyenne, une longue. Enfin, longue, on s'entend. Et je pense que c'est intéressant pour avoir plusieurs opportunités, avoir plusieurs fourchettes de répétition différentes pour progresser. Ça te laisse plus de chances, je pense, de progresser dans le temps. Et on sait, je crois qu'il y a une étude qui est sortie récemment, que
C'est sur les angles, je crois pas que c'est sur Non, c'était sur ça. Sur les fourchettes. Ouais, sur les fourchettes de répétition, que travailler dans différentes fourchettes de répétition pouvait induire de l'hypertrophie dans différentes régions, je crois, de des groupes musculaires. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais je crois que c'était Meno qui nous mettait en avant. Ok. Donc je pense que... Mais après, le top 7 back up 7, c'est une appellation, on s'en fout un peu de ce que ça veut un peu tout et rien dire. Tu peux très bien faire, tu vois, 5, 8, 8, 11, 11, 14, ou tu peux faire 7, 10 et 10, 13, 10, 13. Et ça va dépendre, je rajoute là-dessus, sur le niveau du pratiquant que vous avez. Parce que si je vous garantis que vous avez un débutant, vous mettez un top 7, 5, 8. Vous mettez un top 7, 8, 11, 11, 14. Qu'est-ce qui va se passer ? 7 reps à 40, 9 reps à 40, 11 reps à 40. Et là, t'as envie de le gifler quand tu vois le logbook. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, et pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne elle va se perdre, tu vois. Parce qu'en fait, mais c'est trop compliqué. Trop d'informations. Moi, j'ai des débutants, mec, qui fait 9-12 quasiment partout. Hein. 9-12, 12-15 sur les exos, peut-être quasiment. Entre 7-10 et 9-12 aussi. Tu vois, genre, je me prends pas la tête. Et c'est pas. Tu sais, on avait déjà parlé dans un podcast il y a quelques temps où tu sais, ça faisait un peu, putain, j'ai l'impression de pas faire un programme de fou. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il faut pour la personne. Mais oui, c'est ce qu'il faut réellement pour la personne, tu vois. Donc, faut se dire ça. Donc, je pense que c'est. Les top 7 sont globalement intéressants, mais c'est encore une fois une méthode. Et moi, il y a plein de fois, même pour des avancées, où je vais mettre 9-12. Oui. Tu vois, c'est parce que c'est plus intéressant. Ça n'a rien de mieux, c'est pas magique, c'est juste, c'est cool, je pense. C'est sûrement un peu moins redondant qu'un format classique où tu fais 7-10, 7-10, 7-10. Puis après, ça dépend aussi des exos. Je sais que par exemple, si j'ai un squat à la Smith, je mets rarement 2 séries de 5-8 qui s'enchaînent. Donc pour le coup, ça peut être dur mentalement. Ouais, mentalement c'est dur. Même physiquement c'est très dur. Donc 5, 8, 9, 12 ou un truc comme ça, c'est globalement ce qui est bien. Et puis après c'est pareil, là on parle des fourchettes, c'est intéressant qu'on en parle. Les fourchettes en réalité, toi tu utilises 5, 8, 8, 11, 11, 14 Ouais. On s'en branle en vrai. Bon, ça on s'en branle là. Moi ce que je fais c'est que j'utilise 6, 9, 6, 9 beaucoup plus, 9, 12, 12, 15 par défaut. Et après ce que je fais généralement c'est que j'utilise des fourchettes qui vont être en lien avec l'exercice. Genre par exemple je peux utiliser 10-15 si on est sur un exercice haltère et que la personne n'a pas de poignée pour se lester en plus et du coup faire une mini surcharge. Enfin, c'est des choses comme ça que je peux faire, même tu vois, les élévations latérales ou ce genre de choses, ou même à la poulie si la personne elle me dit qu'elle n'a pas de disque, ou même au-delà de si elle me dit qu'elle n'a pas de disque et c'est un débutant et que je me dis vas-y, faut qu'elle réfléchisse à aller chercher un disque. Enfin tu vois, toute cette mini surcharge elle l'a pas encore. Où ça va 10-15. Il faut essayer où tu te dis putain ça va peut-être être compliqué et tout. C'est ça crée une friction, ça crée un truc à faire en plus. Et déjà fais les exercices, fais-les bien. Tu vois, non mais juste ça, fais les exercices, fais-les bien, c'est tout, tu vois. Ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas en compte. Moi je prends beaucoup ça en compte dans le truc de friction. Quand je fais un truc de me dire putain, en fonction du profil de la personne, est-ce que là il y aura trop de friction, tu vois. Ça c'est un truc que je vraiment c'est presque un driver très haut dans la pyramide de ce que je vais faire dans la programmation, tu vois. 100%. Et ça je pense qu'il y a assez peu de coachs qui le prennent en compte. Potentiellement. Et c'est un truc qu'on va essayer de transmettre dans Young Trainers. J'allais dire un nom à Young Trainers, on n'a toujours pas le nom. On n'a toujours pas le nom. Je rappelle, si vous avez un nom et qu'on prend ce nom-là, vous avez la formation gratuite. Ça drop dans les commentaires. C'est bon là, commentaire. Et puis on mettra en avant et on dira qu'on fait ce nom-là et on dira. En fait, c'est bien, on fait ça pour le référencement, on va prendre 0 nom. Non, en vrai. Mais vraiment, s'il y a un nom. Ah si. S'il y a un nom qui claque. Ah, s'il y a un nom qui claque, je m'engage. Vraiment. On s'engage à vous offrir la formation. Donc vous avez tout à gagner. Vraiment. Tentez le coup. Ouais. Puis nous, ça nous aide. On vous fera une dédicace dans le prochain podcast. En plus. Vous aurez votre nom aussi. Non, c'est bon. On se calme. Mais ouais, c'est l'idée, ça pourrait être cool. Point fort, et après tu fais les douleurs. Ok, vas-y. Comme ça, pour en finir là-dessus. Vas-y. Ok. Arrêtez de travailler les points forts. Est-ce que réellement, déjà juste, je crois qu'on avait déjà un petit peu abordé ce sujet, alors je sais plus ce qu'on avait dit précisément là-dessus, mais il faut dire une chose, et ça j'en prends conscience depuis que je coach des athlètes, parce que j'ai du coup une vision un petit peu différente de ce qu'on veut faire pour les compétitions, et j'en parlais beaucoup avec Romain. Il y a des groupes musculaires où même s'ils sont très bien, et qui sont peut-être même mieux que d'autres, est-ce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient quand même encore mieux? Tu vois, par exemple les quads, tu vois ce que je veux dire? Oui. Un mec qui a des bons quads, on va dire en point, on va dire point fort, ça peut dépendre, mais est-ce qu'on voudrait pas qu'il soit encore mieux? Parce qu'en vrai, sur scène, quelqu'un qui a des excellents quads, vraiment excellents, est-ce que ce serait pas genre le truc définitif? Plutôt que de se dire, vas-y, on met moins de quads et du coup, potentiellement, on chope moins. Du coup, après, toujours dépendant des catégories. Bien sûr. Concourir, ça c'est important. Bien sûr. Il y a des catégories où vraiment la symétrie sera peut-être la priorité, tu vois. 100%. Et bien après, c'est pareil. Est-ce qu'en amateur, bodybuilding amateur, la symétrie est vraiment prise en compte au-delà
de la masse, de à quel point. Ou même le point fort, le mec, les quads. En fait, moi, si quand t'arrives sur scène, tu vois un mec avec des quads de 1, tu fais. C'est le mec que tu vas regarder pendant. Ou le dos, c'est pareil, le dos, tu vois. Le dos, c'est un des groupes musculaires où on se dit, ce mec, il a un putain de dos. Ça, mon dos, il est éclaté. Ton dos, il est éclaté, toi. Ouais, putain. Je vais taper 15 séries. Mais tu vois, c'est pareil, même chose. Tu vois, genre, on pourrait se dire, là, le dos, faut qu'on en Oui. Ouais. Mais comme tu dis, je pense. Un mec qui a pas de quad sur scène, ça fait tâche. Hein. Ouais. Comparativement à un mec, je pense, qui a moins de bras, par exemple. Moins de pecs ou moins de bras, je pense que ça fait. Tu vois, le mec a des gros quads, mais pas un haut du corps de fou. Tu vois, d'autant plus pec bras, ça passe, tu vois. Ouais. C'est pas que ça passe, mais je pense qu'il a bon quad. Mais s'il a des quads éclatés et que le haut du corps est bien quand même, et insane, je pense qu'il a moins gagné. Enfin, de chance, ouais. Tu vois, parce que je pense vraiment que les quads sont. On dit ça comme ça, est-ce que les critères vraiment ça se juge comme ça? Bien sûr, je pense pas. C'est toujours dur de savoir. Il y a du subjectif. Ouais, ils ont quand même des critères de jugement, les juges, que ce soit dans n'importe quelle fédération. Mais est-ce qu'il y a aussi ce critère de putain, le mec a des. C'est un peu des suppositions qu'on fait là. Ouais, c'est des suppositions. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, nous, quand on a été voir des compètes, le truc qui te subjugue, où tu te dis waouh, c'est les mecs qui ont des bons quads et qui sont secs. Ouais. Et qui ont des bons ischios. Après, il y a tout, en vrai, il y a plein de groupes. Hein. Ouais. On va dire que. Le dos, c'est vrai que le dos aussi, t'es en mode. Bah oui. Wow. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est qu'il faut se dire que les groupes facilement jugeables, en vrai, je pense que les pecs, c'est moins bien jugeable que les quads. Ouais, les quads, tu les fous à côté, tu sais le mec qui a des plus gros quads que l'autre, tu vois. Pecs. Les pecs de face, ça se voit pas de masse. Ouais, de face, ça se voit pas des masses. Puis de profil. De profil, c'est quand même beau, avoir un beau side chest, c'est quand même cool. 100%. Mais c'est pas le truc qui fera, ouais. Tu vois. Je suis assez d'accord. Donc c'est ça à prendre en compte. Ouais. Au-delà du point fort, point faible, tu vois. Je suis plutôt d'accord. Quand tu coaches des compétiteurs. Et aussi, pareil, même chose, quand tu coaches pas des compétiteurs, le mec a des gros. Une fille a un bon fessier, c'est son point fort. Est-ce qu'elle voudrait pas plus de fessiers? Ouais. Même, tu vois. Et c'est prendre en compte, qu'est-ce que toi tu veux, toi? Mais oui, c'est ça. C'est pas en mode, faut pas se dire que là, bodybuilding, vas-y, esthétisme, vas-y, on fait en sorte que la fille ou que le gars, il soit esthétique, enfin, il soit symétrique de partout. Ouais. Mais c'est pas forcément le. Si la personne ne veut pas ça. Mais oui, si elle veut. Elle veut un mec qui veut des bras énormes, beaucoup plus de bras que d'épaules, tu vois. Et excellent exemple. Et en fait, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est pas toi qui vas te dire, non, tu vas pas être bien pour du bodybuilding. Ouais, je veux pas faire du bodybuilding, moi. Donc, faut pas penser qu'à son avant-après. Ouais, c'est ça, oui, c'est clair. Faut aussi se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui la rendra le plus heureuse et la plus épanouie. Ou le plus heureux et le plus épanoui. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les besoins du client et ce qu'il veut faire Et tu vois, si elle veut faire de la compète, une femme ou un homme, bien prendre en compte quelle catégorie, les critères de jugement, du coup, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Parce que quand on fait une prog et qu'on a un objectif de compète, on reste quand même dans le truc de c'est quoi les critères de jugement. Ouais. Parce qu'on y va pour matcher avec ces critères-là. Exactement. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Sur les points forts? Putain, merde, j'ai oublié. Un truc, en lien avec ça, mais j'ai pensé à un autre truc en même temps, puis ça m'a fait zapper. Bon, toi, ça fait longtemps là qu'on tourne là. Ouais. Oh là là. Donc, ouais, à mon sens, c'est pas non plus arrêter de travailler les points forts. Non. Si, c'est ça que je voulais dire. À la fin d'une prog, quand je fais une nouvelle prog, moi, je envoie un questionnaire. Et dans le questionnaire, je demande. Mais un questionnaire, c'est genre, il y a 6-7 questions, je moi, je le fais plutôt en WhatsApp. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est pareil, c'est cette question que j'envoie. Si tu veux, j'ai un sur mon mais tu l'as fait, t'as fait un. J'ai un template. Ah ouais. Moi, juste cette question, tu vois. Genre, est-ce que t'as des exos que t'as bien aimé dans la prog? Est-ce que tu les reveux dans l'autre prog? Est-ce que t'as des exos que t'as pas aimé et que tu les reveux pas dans la prog? Faut que je fasse la même chose. Est-ce que, en fait, ça gagne un temps fou. Bah ouais, parce que. En fait, et surtout pour les personnes qui n'ont pas des objectifs de bodybuilding, tu veux juste. Il y a des personnes où juste le changement de programme, c'est juste les faire adhérer à un nouveau truc pour changer un peu les exercices, les hyper un peu, les relancer dans la progression, peut-être mettre l'accent sur les groupes musculaires qui justement où ils veulent mettre l'accent. Donc là par exemple, tu vois, là, tu peux demander est-ce que tu as des groupes musculaires sur lesquels tu veux mettre l'accent. Oui, tel groupe, peut-être qu'il y a des groupes qui ont changé. Enfin tu vois, peut-être qu'au début ils ont envie d'avoir que le dos et les fessiers, et puis peut-être qu'à la fin je mets avoir des épaules quand même. J'ai vu des filles sur Insta qui ont des bonnes épaules sur l'esthétisme. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font que c'est intéressant de re-questionner au bout de X mois de programme sur une nouvelle prog ce qu'elle veut, tu vois. Je suis d'accord. Parce qu'il ou elle veut. Complètement d'accord avec toi. Ouais, je sais, mec. C'est pour ça que je te coach. Oui, d'accord. ça va devenir. Lui. Souvent, putain, il est souvent te le dire. Ouais, tu vois, on va finir sur un autre truc, et ça, tu sais, beaucoup de toi qui va parler. Quelques conseils pour vous entraîner si vous avez des douleurs. Ok. Je vais essayer d'être. On a quelques minutes, donc on va en parler un petit peu. Je pense que le premier point à comprendre, c'est que la douleur, c'est un signal. Et ça ne dit en aucun cas l'état de vos tissus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas associer douleur et lésion. Parce qu'on le voit que c'est pas lié. Ça peut avoir une douleur et une lésion, mais on peut très bien avoir une douleur sans lésion.
exemple, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, pas de lésion, par contre j'ai mal. Donc je pense que c'est un assez bon exemple. Un autre exemple qui était assez intéressant que j'ai vu dans une formation, bon, j'en avais déjà. La caméra elle est morte ici. Non, elle l'a rallumée. Elle l'a remis. Ouais. Un truc que j'avais vu dans la formation du coup de Pierre-Élie Bernard là, sur No Pain No Gain, l'exemple d'un gars qui s'était pris un clou dans le pied, tu vois, qui avait ultra mal parce qu'en fait il pensait que son pied était transpercé. Tu as donné cet exemple. Ouais, je sais, je leur donne quand même. Ça marche. Je préfère te le dire. Ouais. Et du coup, bah, ils enlèvent sa chaussure à l'hôpital et en fait le mec n'a plus de. Il y a rien qui lui a transpercé le pied, tu vois. Alors que ils l'ont shooté avec des médicaments de ouf. Ouais. Donc, voilà, bien comprendre que la douleur, elle n'est pas que liée à des lésions et qu'il y a tout un contexte bio, psycho, social, etc. Ça, c'est le premier point, je pense, qui est important à prendre en compte. Le deuxième point, c'est que souvent, on a très peur de la douleur. On voit souvent des gens qui ont mal et il y a vraiment un stress. Et je pense que ça peut limite augmenter du coup cette pression de dire putain, j'ai mal. Et un peu un catastrophisme de putain, il y a une douleur, c'est grave. Parce que les gens connaissent pas, ils disent putain, j'ai jamais eu mal là, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe. Alors que des fois, là j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, une cliente qui fait beaucoup de sports différents, beaucoup de volume d'entraînement, etc., qui a une petite douleur au genou. En fait, quand t'as augmenté beaucoup, tu t'es beaucoup dépensé, tu fais beaucoup de sport, t'as beaucoup de charge de travail, ça peut arriver qu'il y a un petit truc qui te gêne. 3 jours après, c'était parti, tu vois. Donc, faut se dire que la douleur, on l'expérimentera, et ça fait partie un peu de l'entraînement, surtout quand vous entraînez dur, etc. Faut pas en avoir non plus trop peur, quoi. Et factuellement, comment on peut adapter un peu l'entraînement quand vous avez des douleurs? Il y a plusieurs choses à faire, hein. Je pense qu'un truc assez simple, c'est le tempo d'exécution. Si vous avez mal, notamment par exemple parce que vous êtes très explosif, réduisez votre tempo sur la concentrique, sur l'excentrique. Ça réduira quand même grandement le poids que vous pourrez mettre et donc potentiellement ce que vous pourrez mettre comme charge, enfin comme contrainte sur vos tissus. Donc ça, c'est un premier point qui peut être intéressant. Un autre point qui peut être bien, c'est aussi modifier légèrement votre exécution d'exercice. Si vous n'arrivez pas à faire un exercice, par exemple, je prends l'exemple, j'ai un client qui n'arrive pas à faire du tirage vertical comme ça, le bras en haut, ça lui fait mal à l'épaule. Du coup, ce qu'on a fait, il le fait un peu plus comme ça, en réduisant un peu la hauteur et l'amplitude, et ça le fait très bien, tu vois. Bien sûr. Et petit à petit, là, tu vois, on fait une série par semaine où il fait un cran plus haut. Parce que le but, la stratégie d'évitement, c'est pas forcément ce qui marche à terme, parce que vous allez juste éviter d'aller dans cette amplitude. Use it or lose it, au bout d'un moment, vous perdez cette amplitude, vous y allez plus. Quand il va un jour parce que tu fais mal un move, parce que tu fais un move, mais si tu retournes un jour, même dans la vie de tous les jours, tu te fais mal. Tu seras pas c'est bon. Là où tu te fais, où tu seras pas bon, tu n'arriveras pas à produire de la force dedans. Parce que c'est quand même important, je pense, d'aller explorer toutes vos amplitudes articulaires. Donc, il y a quand même une stratégie de ok, si vous avez mal un temps, on adapte, mais le but c'est de revenir petit à petit, progressivement, en modulant la charge, en modulant l'intensité, et ça c'est très important. Je pense qu'on finira là-dessus. Très souvent, on est un peu matrixé en mode ah putain, mais si ma série je vais pas à l'échec, elle sert à rien. Ouais, mais dépendant du contexte. Encore une fois, si vous avez mal, l'important c'est déjà que vous puissiez vous entraîner, vous réentraîner, et c'est pas parce que vous n'allez pas à l'échec que vous n'aurez pas des adaptations. Vous aurez des adaptations sur votre système de la douleur potentiellement qui est devenu peut-être trop sensible, et vous vous direz juste ok, là c'est ok avec cette charge, et petit à petit vous reprogresserez pour revenir sur une intensité où vous serez proche de l'échec. Mais ne vous dites pas ah si je vais pas proche de l'échec ça sert à rien, je fais pas. Je pense même que psychologiquement ça peut avoir un intérêt de parce qu'on sait que la douleur peut être liée aussi au côté psychologique, au côté tu peux avoir alors moi pour le coup je suis pas formé là-dessus, mais tu peux avoir des douleurs qui restent alors qu'en fait tout va bien. Ouais, alors qu'il n'y a plus rien de... Le fait de réintroduire tranquillement, même loin de l'échec, des exercices, des kinés en parleraient sûrement mieux, mais ça peut potentiellement, je pense, te permettre de psychologiquement dire ah putain, en fait ça va, tu vois, tranquillement, tu vois, ça va, et arriver petit à petit au stade où c'est redonner confiance, quoi. C'est ça. Et souvent c'est le truc qu'on voit, c'est en fait au-delà du fait de l'intensité, c'est important quand même, hein, parce que à terme il faudra avoir de l'intensité pour avoir des adaptations, mais au début le but de bouger, c'est juste de reprendre de la confiance et pouvoir rebouger en se disant ok, c'est safe, ça va, je peux bouger, j'ai pas mal. Et là tu vois un truc qui mettait en avant qui était assez intéressant sur des limbagos par exemple, il disait les gens ils disent putain je peux pas me baisser, c'est impossible et tout, et si t'arrives à les faire se baisser de manière inconsciente, tu leur jettes un ballon un peu devant, tu vois, t'es devant eux, ils vont te voir, hop, oh putain j'ai réussi à me baisser, j'ai pas eu mal, et en fait c'est parce que juste ils étaient détendus, ils l'ont fait de manière naturelle. Je me souviens que j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a une période de ma vie, il y a, je sais pas, 2-3 ans, j'étais à l'époque où j'étais très body hardcore, et moi dès que j'avais souvent mal quelque part en plus à ce moment-là. J'avais tout le temps mal quelque part.
Et du coup, il y a eu une période où du coup j'avais une douleur au genou, je sais plus lequel, sur les flexions. Et j'avais été voir un kiné, et en fait il y a un moment donné où la douleur elle se maintenait, il m'emmène sur la presse, une presse horizontale, il me fait de la presse, et il me dit prends un ballon et tu le jettes en l'air et tu essaies de le rattraper en même temps, tu vois. Et du coup au début j'avais mal, et en fait je fais ça, tu vois, et puis en fait il me dit t'as eu mal? Je fais bah non. Enfin, tu vois. Hyper intéressant. Alors après, tu vois, alors je pense que il recherchait un truc, je pense que ça n'a pas non plus un gros effet sur moi, mais je pense que ça peut avoir un effet sur d'autres personnes, parce que moi, ça j'avais toi, t'avais pas non plus le stress comme d'autres personnes. Ouais, voilà, j'avais pas ultra mal au genou de base, j'avais encore une petite douleur qui gênait, effectivement, de faire ça, j'avais un peu moins de douleur, mais la douleur est quand même restée un petit moment, quand même, malgré tout, tu vois, c'était pas trop psychologique non plus. Mais ça met en avant quand même qu'il y a eu je parle de souvenirs, moins de douleur quand j'ai fait quelques reps avec le jeté de ballon, tu vois. Du coup, c'était le fait juste de changer ton attention sur autre chose que la douleur, et hop, t'as plus mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc qui est assez intéressant qu'on voit dans la formation aussi, c'est qu'il y a un temps de cicatrisation, tu vois, et ça c'est clairement un travail de kiné, ça. Nous, on n'est pas du tout, même moi je suis pas du tout formé là-dessus, mais il y a un temps de cicatrisation pour des certaines pathologies, quand il y a une lésion, parce qu'il n'y en a pas toujours, il peut y avoir de douleurs encore une fois sans lésion, et des douleurs très vives. Quand t'as un lumbago, t'as pas de lésion. La plupart du temps, t'as juste une contracture, et ça fait extrêmement mal. Tu peux être à 9 sur 10 de la douleur, tu vois. Et du coup, en fait, il y a des trucs où les gens ont mal depuis un an, on appelle ça douleur persistante. En fait, il n'y a plus rien. N'importe quel tissu a guéri à ce moment-là. Donc, le truc, c'est que ton système de la douleur est devenu extrêmement sensible. Et en fait, au lieu qu'il se déclenche quand tu étais là, tu vois, bah maintenant, il se déclenche quand tu es là, quoi. Il veut te protéger, mais en fait, il te protège beaucoup trop tôt, quoi. Et le but, c'est juste de petit à petit revenir à ton système de la douleur qui te protège au bon moment, tu vois, qui te protège pas quand tu as zéro contrainte et où tu peux avoir aucune adaptation. Je pense que ça sera le mot de la fin. Et bah oui. En tout cas, bah, merci beaucoup. On a 1h40 d'épisode. Ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas encore une fois à nous faire un retour sur cet épisode qui a été un peu spécial. À mettre 5 étoiles, commentaires, like, partager. Sur YouTube, mettez des commentaires, franchement. Si vous voulez nous soutenir, mettre en avant l'épisode déjà en story sur Instagram, ça peut être super cool. Le Spotify, il y en a quelques-uns qui le font, c'est super sympa. Et si vous voulez encore plus nous soutenir également, enfin continuer de nous soutenir, commentez sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose pour qu'on soit mis en avant par YouTube et du coup qu'on ait plus d'auditeurs et qu'on continue et qu'on puisse un jour avoir ce type de podcast là en studio qui soit fait pas quotidiennement mais en tout cas qui soit sorti de façon hebdomadaire chaque semaine chaque semaine Et pour finir, on peut dire que JR et moi proposons du coaching, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram pour en discuter, même si vous avez des questions de manière générale, des sujets que vous voudriez qu'on aborde. N'hésitez pas à nous envoyer un message directement. Et si vous êtes intéressé par notre formation Young Trainers que nous sortirons d'ici quelques mois, on en a beaucoup parlé dans cet épisode, on en a également beaucoup parlé dans le premier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici en Roumanie. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous enverra le sommaire, on pourra discuter, ça ne nous engage rien, il n'est pas sorti, il n'y aura rien à payer, mais au moins vous serez tenu au courant de la formation et de ce qu'elle contient et de quand est-ce qu'elle sortira, lorsqu'elle sortira. Merci à tous. Merci à tous. À la prochaine. Yes. Ciao. Ciao.